Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du CO7, un épisode sur le thème du blockbuster. Donc il y a un épisode de plein d'argent, comme je disais la semaine dernière. C'est DK, je suis toujours là pour vous présenter cet épisode. Je suis en compagnie de l'équipe habituelle du CO7. J'ai nommé Frigo. Salut. Pauline. Salut. Et Louis. Salut à tous. Vous allez bien tous les trois? Ça va. Ça va, merci. Bah ça va bien aussi. Et ben écoutez, que dire. Après les duos mythiques qu'on a traités la semaine dernière, on est donc sur le blockbuster. C'est notre avant-dernier thème de la saison. Si je dis pas de bêtises, donc c'est passé très vite. On prépare Clairement. l'été, là. Prépare plein de l'été, on blockbusters. prépare c'est vrai. Pour ça qu'on a pris les blockbusters d'ailleurs. Bah oui. Et donc, c'est la première partie. La première partie, c'est la partie de discussion. On va défricher le thème, un peu en parler. C'est un petit peu libre. Et dans une semaine, on aura la seconde partie où Pauline, Louis et moi, on va choisir un épisode qu'on va vendre à Frigo. Film. On va choisir un film, qu'on va vendre à Frigo. Il va voir les 3 films, dire ce qu'il a préféré. Et puis, voilà. Avant de commencer la discussion sur le blockbuster, on va avoir les retours de Frigo sur l'épisode du western. Ouais. Pour cet épisode, moi, j'avais choisi Mix Cut-Off de Kelly Reichardt. Pauline, tu avais choisi La Bad de Gregorio Cortés. De Robert M. Young. Merci. Et Louis, tu as choisi Le Bon, La Brute et Le Cinglé de Kim Ji-won. C'est ça. Alors, je le préviens, comme à chaque fois qu'on risque, on va sûrement spoil. Oui, on va sûrement spoiler. Donc on va spoil. Donc il y a les timers, hein, si vous voulez passer à la suite. Mais voilà. Et puis Frigo, tu peux y aller. Eh bah écoute, let's go. Je vous propose de commencer du coup par Mix Cut-Off. DK fait pas cette tête, c'est pas si grave. Non. Déjà, je viens de penser à un truc. Mais en fait, la traduction française te résume le film du titre. C'est la dernière piste. Et en vrai, ça résume un peu le film. En vrai, au final, je viens d'y penser. C'est un peu le but d'un titre. Ouais, mais c'est un peu nul du coup. Enfin, entre le raccourci de Mick et la dernière piste, il y a quand même un fossé, gros. Hein. Oui, je suis d'accord. Mais ouais, je viens d'y penser. D'accord. Voilà. Que dire de ce film? Ce fut long à regarder. En vrai, c'était long à regarder. J'ai pas été dérangé que ce soit un film contemplatif, en vrai, en toute honnêteté. Ouais. C'était quand même assez cool à regarder. Puis même ce format, comment il s'appelle déjà? C'est l'Académie Ratio. Académie Ratio, il est très très cool, vraiment très très cool. Après bon, je partage peut-être ton point de vue sur mon écran qui est un peu petit pour ce genre de film, mais en vrai j'ai pas énormément de choses à dire parce que j'ai pas été pris par le film, mais du coup je vais juste tirer des points négatifs et positifs parce qu'il faut le faire. Mais déjà niveau son, j'ai pas été conquis, mais pas par rapport au fait que c'est mauvais ou quoi, c'est juste que tu te retrouves avec un film qui est dans des grandes étendues, dans un truc très désertique, où tu vois loin, machin, et t'as pas cette sensation de grandeur, même si du coup l'académique. Oui, mais c'est ce qu'on disait, c'est que son but c'est justement d'avoir un truc très. Mais je trouve ça dommage. Ouais. Je trouve ça dommage parce que peut-être que avec quelque chose de très large, mais du coup un format très petit, t'as une sensation un peu plus oppressante, tu vois. Ouais, je sais pas, moi j'aimais bien, je trouve qu'il y avait un côté très ASMR un peu. Non mais c'est vrai, non mais je vois ce que tu veux dire en très plus. Doux, ça chuchote, tu vois, j'aimais bien ce truc très renfermé, tu vois. Oui et non en fait, parce que genre. C'est personnel, hein. Ouais, mais en fait ça sert aussi bien le propos, parce qu'au final ils sont dans des étendues énormes, ils sont seuls au monde, et c'est la galère pour trouver de l'eau. Après écoute, je pense que malgré tout ce que tu m'as dit, il y a quand même pas mal de choses du film que j'ai pas saisies. Ah ouais. Je me souviens, tu l'avais mis à combien d'accessibilité? Oula, si tu te souviens. Je sais plus. Parce que 5-6. Ouais, 5-6. Parce que je dirais qu'il est moins accessible que ça, en vrai, avec le recul. Ouais, je trouve il est pas si accessible que ça. Enfin, surtout que tu restes sur ta fin, du coup, on en parlait un peu en off, mais en fait, où ça finit sur cette femme, enfin la femme de peu le chef du groupe, quoi, qui regarde partir au loin le natif, pardon. Et ça finit là-dessus. Bah oui, c'est une fin ouverte. Ouais, mais je trouve ça nul. T'aimes pas les fins ouvertes? Pas comme ça. Ok. Et je trouve que cette fin ouverte est un peu nulle. Non, mais je peux comprendre qu'elle soit abrupte en vrai. Même moi, je l'ai regardé, je fais attends. En fait, c'est vraiment
tu t'attends à au moins qu'il y ait un petit truc en plus avant la fin. Et en fait, je suis arrivé devant la scène et je fais non, ils vont pas finir là. Et si c'est fini là, putain, trop chiant. Je comprends ce que tu veux dire. Sur le moment, j'ai eu un peu le même truc, mais en fait, en y repensant, j'aime bien que ça soit juste genre une petite parenthèse de leur truc. Et qu'en fait, t'as juste vécu ça et puis voilà, il n'y a pas besoin de plus. Enfin, quand on disait que c'est un film où il se passe rien, il se passe rien. Ouais. Et je trouve que c'est très bien justement que ça commence comme ça se termine comme ça. Et en fait, c'est passé comme ça et voilà. Et en vrai, il se passe rien, mais il se passe pas rien non plus, tu vois. Parce que du coup, le film, il prend quand même le temps de te narrer la galère de ces gens qui en chient sa mère dans le désert. Dans le désert, d'ailleurs. Oui, plus ou moins. Avec leur chariole, je sais pas comment on dit, bref. Et qui finissent. Et qui finissent bien galère, du coup, à la fin du film. Bon, après, il y a des personnages détestables, mais c'est normal. Du coup, le racisme notoire ne sera pas évoqué, parce que. Enfin, surtout que c'est trop bizarre. C'est pas le racisme de l'œuvre, le racisme des personnages. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a une position que je saisis pas. Laquelle ? J'arrive pas à savoir comment il se positionne, ce film, par rapport à qui, en gros. C'est-à-dire que, tu vois, on en avait parlé du coup dans la première partie où, tu sais, genre première partie du western. Ouais, première partie du western. Où, du coup, les personnages natifs américains, donc les Indiens, tu sais, ils sont très proches de la nature, machin et tout, et qu'ils sont un peu montrés en bêtes. Et là, du coup, c'est totalement ça. Mais j'ai l'impression que ça tire plus du côté des colons, tu vois. Je sais pas comment dire, en fait. Je trouve que la position, elle est un peu ambiguë sur ce truc-là. J'avoue que je vois pas ce que tu veux dire. Je vois pas en quoi la position est ambiguë pour le coup. J'arrive pas à savoir vers quoi le film veut me faire pencher en termes de quel côté il choisit. Ça me semble assez explicite en vrai. En vrai, je t'en penses quoi? Je trouve pas. Je sais pas, le film il m'a juste fait vibrer, je me suis pas posé la question. Non mais non, je rigole. Non, en vrai, je trouve que un truc du film, c'est que il s'attarde pas spécialement à créer un protagoniste. Enfin, tu vois, c'est surtout le groupe que tu suis. Et du coup, peut-être que ça a pu créer ce truc chez Frigo de, tu sais pas derrière qui t'es entre guillemets. Ouais. Mais en même temps, je trouve que par rapport aux natifs, moi, j'ai pas trouvé ça très ambivalent pour le coup. Mais surtout que le but du film, c'est vraiment d'étudier un peu les rapports de pouvoir, les relations entre chaque personnage. Et pour moi, ça me semble assez évident que t'as les femmes et l'Indien qui sont dans le même côté, et qu'en face, t'as les blancs et les hommes qui sont de l'autre, quoi. Enfin, en même temps, pas trop, parce que c'est plutôt t'as la femme du mec qui décide tout, qui est de son côté, mais personne veut de lui à part ça, tu vois. Il y a quand même d'autres femmes aussi qui se mettent de son côté. Pas vraiment. Pas autant qu'elle, mais quand même. Pas vraiment, elle le voit quand même comme un animal, elles sont loin de lui, faut pas lui parler, tu vois. Parce que c'était aussi une réalité de l'époque. Oui. C'est-à-dire que c'est pas les hommes étaient racistes et ne voulaient pas des natifs américains, et les femmes étaient. Non, mais je suis d'accord. Le racisme allait aussi de ce côté-là. Je suis d'accord. Mais il y a quand même un parallèle, je trouve, entre les minorités dans le film, qui sont les femmes et le natif. Les deux sont un peu mis en relation, et justement, ce que je disais, c'est qu'ils se comprennent par cette position aussi opprimée. Donc moi, je trouvais non, je sais pas de ce côté-là. Moi, je trouve il y a vraiment genre juste du coup cette femme, j'ai oublié son nom du personnage qui. Ouais, je sais plus non plus. Qui est vraiment en fait, qui est vraiment mis en parallèle elle avec du coup l'Indien, mais pas le reste en gros. Mais tu vois bien que c'est de ce côté à elle qui est mis en avant. C'est elle qui prend la décision finale, c'est sur elle et l'Indien que finissent le plan, c'est eux qu'on suit. Les autres, on voit bien que c'est des blaireaux. Enfin, en tout cas, le Mix, tu vois, qui pour lui est vraiment l'exemple du raciste colon. Ah oui, non, concrètement. On voit bien que lui, on n'est pas du tout de son côté. Donc, par opposition, on est du côté des deux autres. Enfin, je suis vraiment pas si ambigu là-dessus, donc j'avoue que. Je sais pas, moi, je sais pas, j'ai pas réussi à saisir en vrai le parti pris qu'il prenait en gros. Ah ouais, okay. Vraiment, je trouve ça saute pas aux yeux. Pour le coup. Ouais, Après, je suis d'accord, les plans, etc., mais je trouve que ça saute pas aux yeux.
Okay. Après, on passera le fait que en vrai, les hommes dans ce film sont débiles et chiants. Parce qu'il y a, à part du Paul coup, Dano un peu moins. c'est peut-être. le Oui, gars qui dirige le groupe. C'est celui Paul qui joue dans Batman, qui fait The Riddler. Ok, mais Dans je l'ai pas Okja aussi. reconnu. C'est un peu le plus jeune, je pense, Ouais. du groupe, qui a une petite tête de premier de la classe. Ah, le gamin. Non. Le vieux, Jeune homme. plus jeune. Visiblement, Ok. le film Bon, t'a c'est marqué. pas grave. Non, mais en fait, j'ai Non, pas il y a retenu beaucoup de de nom. personnes. ouais. Il y a un truc qui est super cool, parce que ça expérimente beaucoup autour du silence quand même, parce que tu dois avoir 10 minutes de film en fait où il n'y a pas de parole. Hmm. Et juste limite les dialogues, c'est de l'ambiance. Du coup, c'est assez cool, mais je sais pas, j'ai vraiment pas vibé comme vous, j'ai T'as pas pas été trouvé le absorbé film par beau ce film. Sans plus. Ah ouais. Ouais, Les plans sont tellement franchement, j'ai magnifiques. pas été Je transcendé. trouve que la je te jure. photographie est tellement belle. Bah, les plans sont bien et La couleur, enfin, moi c'est vraiment la couleur. pas Quand transcendé tu de vois la les couleur. femmes qui se baladent avec leur tenue très colorée dans ce fond désertique, enfin, je trouve que c'est magnifique, quoi. Pas été conquis. Bon, bah tant Pas pis. été conquis. Hmm. Mais du coup, j'aurais pas grand chose de plus à dire. Bah après, c'est ce que je disais, hein, c'était que ce choix était un peu qui tout double. Hein. Ouais. Soit t'allais vibrer comme Pauline et moi, bah du coup Louis tu l'as toujours pas eu. Non, malheureusement, je l'ai toujours pas vu. Soit t'allais pas kiffer, quoi. D'ailleurs, depuis l'enregistrement avec Deka, on est allé voir Showing Up, le dernier film de Kelly Reichardt. Et on a encore vibé, quoi. C'était trop bien. Ouais, moi je disais que je l'avais vu, enfin je sais pas si je l'avais dit, mais que j'avais vu à Cannes et que j'avais dormi tout le long. Cette fois-ci je l'ai éveillé. Et c'est vraiment, il y a une drogue dans ces films, quoi. Je Ouais. sais pas, c'est incroyable. C'est dur d'expliquer pourquoi, mais genre. Il y a un truc. J'avais une question, des cas. Tu sais si ces films sont facilement trouvables quand même en DVD Blu-ray? DVD Blu-ray, T'as bof, First mais. Cow qui est là. Si, t'as First Cow, t'as Wendell, non, et Lucie, un truc comme ça. Ah oui. Je sais plus le nom. Mais il y en avait sur trouvables, Mubi mais- à une époque. Ouais. Et, Ouais, mais la dernière piste, enfin. Dernière piste, bah il est en streaming. Là, sur Univers Ciné. Ouais. Ah ouais. Ouais, on l'a Il est regardé, sur Univers Ciné sur et il Univers est sur Ciné. Canal. Ciné Plus. Mais Univers Ciné aussi. Ouais. Et, Ah, je sais plus. Oui, on l'a vu. Ah Moi, non, je l'ai vu non, sur Univers Canal. Ciné. Canal. Canal. Ouais. Canal à la VOD En vrai, il y a et à tellement l'abonnement. tout sur Si je veux Univers Ciné. compléter ma collection de DVD Blu-ray. Bah t'auras pas Mix Cut Off que je voulais absolument acheter mais qui n'est pas trouvable. Mais t'auras First Cow, t'auras Wendell et Lucie, t'auras peut-être d'autres, mais Je saurais ouais. pas dire. après c'est une réalisatrice assez contemporaine Oui, ça va peut-être et venir après. et qui est pas non plus sur du Et blockbuster aussi sur justement, Univers Ciné, du coup, Bon, bah, voilà. la dernière piste. mais qui est pas du coup sur du blockbuster pour faire le lien avec la suite de l'épisode. Donc bah ouais, je pense que c'est plus compliqué aussi peut-être de la mettre en avant, mais je pense que plus elle va faire des films, plus elle va prendre de l'importance et à un bout d'un moment Oui. quelqu'un commencera à éditer tout ce qu'elle a fait. C'est ce que je pense aussi. On s'en ouais. va être Ouais, y a un peu- moyen. Ouais, c'est sûr. Voilà, j'ai pas envie de m'éterniser parce que honnêtement ça ne servira à rien. Ah, bah, écoute, moi, Par ce dire je que je peux retiens, être c'est que écouté j'aurais par- dû prendre Winchester 73 Et en plus, il me donnait grave envie quand on a parlé. Et limite, je me suis dit Mais pourquoi il l'a ça pas aurait été la choisi. win assurée. Je Mais le bon. dis, ça aurait été la win assurée. Dommage. Du coup, je vous propose de passer au film de Pauline, du coup. Là, on n'a même pas dit le gagnant. Ah ouais? Oui, Non. non, c'est vrai. On a Ah, Ah merde, commencé- il me semblait que je l'avais dit. Bah, c'est Louis, avec Mm. Le Bon, la Brute et le Cinglé. Évidemment. Merde, excusez-moi. Mais sorti de la tête. Oui, bah écoute. Oh, t'inquiète. Du coup, Pauline qui c'était. Alors, redis-moi le nom, c'est la balade La de. balade de Gregorio Cortez. J'arrive pas à intégrer Gregorio, c'est un enfer. Signor Cortez. Ça a été en vrai un choix hyper difficile de départager du coup la balade de Gregorio Cortez et Le Bon, la Brute et le Cinglé. Je pense quand même en ayant vu le film qu'il est peut-être un peu court au final pour le sujet qu'il aborde, je trouve. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je me dis qu'il y a... On dirait qu'il y a des trucs qui sont vraiment genre... ils ont été ajoutés dans la narration parce que c'était important, mais qu'ils avaient vraiment pas le temps d'y développer. Et je trouve que c'est un peu dommage, parce que c'est quand même pas rien, tu vois, que ça raconte. Ouais. Après, j'ai pas grand-chose à dire. En vrai, le film est bien. Il se regarde vraiment facilement. Il perd pas vraiment de comment on peut dire... il descend pas en tension, en gros, genre il avance bien au rythme qu'il doit avancer. Ouais. Même la deuxième partie est meilleure que la première. Enfin, moi, c'est mon avis, mais
La partie du procès. Ce qu'on disait, que Ouais. je trouvais que. J'avais peur que ça s'éternise sur la première et moi je préfère rejoindre la deuxième, ouais. Donc je sais pas ce que t'en as pensé toi, Frigo. Et je suis en train d'y réfléchir et je sais pas. Parce que limite je me disais que la cavale elle se terminait trop vite. Ah ouais. Ouais. Mais en fait après je pense que c'est aussi la réalité, tu vois, mine de rien. Parce que du coup visiblement il s'est rendu, donc au final ça s'est arrêté net et ça s'est arrêté net quoi. C'est comme ça, j'ai envie de dire. Mais je trouve que surtout à partir du coup de la deuxième moitié du film entre guillemets, donc tout ce qui est autour du moment où il est fait prisonnier et son jugement, même d'un point de vue de la réalisation en fait c'est surpoussé, genre t'as beaucoup de surcadrage. Ouais. Où t'as la caméra, où ça te fait un premier cadre et t'as encore un autre petit cadre dans ce T'aimes cadre bien où ça t'as juste sa tête. T'aimes bien les surcadrages? Non, mais c'est des trucs que je suis content d'y remarquer. Enfin, je sais pas, j'aime bien ou j'aime pas, mais c'est juste, j'étais là en mode ah ouais, trop cool, tu vois, d'avoir fait ça en vrai. Frigo devient expert. Hein. Non, mais croyez pas, il y a beaucoup de choses que je vois. À mon choix de l'épisode d'avant, je me dis que s'il aime bien, c'est le genre de truc qu'il va les remarquer toutes les 10 secondes, il va faire. Putain, j'aurais dû prendre l'Aventura. Mais c'est un truc qui fait qu'en vrai, tu vois que la mise en scène dans ce film, elle a vraiment été travaillée, tu vois. Mine de rien. Enfin, genre, elle est vraiment très bien travaillée. Et il y a beaucoup de trucs qui sont quand même super intelligents et de la manière dont c'est fait. Juste, je trouve quand même à des moments le fait de pas traduire tout le temps, c'est un peu chiant, mine de rien. Même si t'as la traductrice, je suis d'accord que ça part sur du coup un malentendu de traduction. Ouais. À des moments, je m'en serais un peu passé, tu vois. Ouais, mais quand il parle espagnol, c'est traduit souvent juste après. Donc, pas tout le temps. Ouais. Et à des moments, je me dis, tu vois, par exemple, il y a le moment où il rejoint un mec en plein milieu du désert, il partage la nuit à manger. Même si en soi, en vrai, ils disent rien, parce que c'est juste un mec qui parle tout seul et un autre mec qui essaye de parler à quelqu'un qui le comprend pas, tu vois. J'aurais bien aimé savoir ce qu'il dit. Et enfin là après c'est vraiment purement personnel, tu vois, mais oui, voilà. parce qu'après du coup c'est le propos, il est tout sur l'incompréhension, comment se comprendre quand on parle pas la même langue, etc. Donc c'est totalement volontaire de pas sous-titrer. Ouais, je suis d'accord. Mais après je sais pas comment dire, j'ai pas eu en vrai une grosse flamme, n'empêche, dans ce film. J'ai vraiment bien aimé le regarder. Je pense que c'est les mêmes. Je vais pas dire important, mais vraiment bien à regarder, tu vois, genre ça donne un petit peu de contexte sur des trucs qui se sont passés, etc. Ouais. Même pour la musique, je savais même pas que ça existait, que du coup son histoire elle était contée en musique et que ça se passait encore maintenant. Mais ouais, je saurais pas quoi dire de plus. Genre tu l'as apprécié comme objet d'étude, mais ça t'a pas forcément emporté plus que ça. C'est ça. Ok. Je trouve ça déjà bien parce que c'est un film qui est pas forcément dans les plus accessibles du western. Ça va. Honnêtement, ça va. Non, mais ça va, mais je veux dire, c'est pas un western très connu en fait. C'est pas très connu, c'est pas ce à quoi tu penses direct et tout. Et en vrai, il y a des gens qui n'aiment pas aussi les styles de réalisation naturaliste et je savais pas où se placer Frigo par rapport à ça. Ouais. T'as vu les parallèles un peu que je faisais avec The Office ou pas? Non. La caméra très mobile qui est portée vraiment ça faisait quasi documentaire en fait par moment. Ouais, mais non, en vrai ça m'a pas choqué. Juste ils font des drifts de cheval à des moments. J'en parlerai du coup dans le film d'après par rapport aux animaux. Juste je viens de me faire penser, mais par contre vraiment le personnage du faux traducteur au final du coup cette personne a sûrement existé, mais quel bouffon quoi, c'est une catastrophe. Oui, mais tu vois bien que comme on disait, c'est pas qu'un quiproquo, il le fait exprès. Ah non, il le fait exprès. Ah non, mais je dis pas le contraire. Enfin vraiment, ce que tu disais en mode ce qu'il a dit sur ta mère, j'aurais pas aimé et tout. Ouais, mais c'est quand il a dit je sais pas quoi. Putain, qu'est-ce qu'il dit, je sais plus, en gros, ou l'autre il dit en gros non, ou je sais pas quoi, il lui dit il faudra aller le chercher ou un truc comme ça, alors que c'est pas du tout ce qu'il dit. Bon, c'est plus très clair, mais les gens qui ont vu le film oui. Et du coup en vrai il y a des trucs vraiment ça fout la haine quand tu les vois, enfin surtout que c'était juste des bouffons sous alcool qui se sont tirés dessus pour la plupart dans les malentendus, donc bref voilà quoi. Je crois qu'il faudra qu'on fasse un épisode classement des personnages que Frigo déteste. Ouais, vraiment. Ouais, mais je pense savoir qui gagne. Quoique, on n'a pas fini j'ai pas encore vu tous les films de cette saison. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Est-ce que
Vous avez des trucs à rajouter peut-être sur mon retour ou pas En vrai, non, vu qu'on avait déjà parlé des films. Et Louis n'a pas pu le voir depuis. Non, j'ai toujours pas la plateforme de streaming nécessaire. Ok. Donc voilà. Bah écoute, moi je te propose de passer au film de Louis du coup. Donc Le Bon, le Brut. Oui. Bon, du coup, je pense que c'est vraiment une parodie du Bon, la Brute et le Truand. Ouais, enfin, pas une parodie, mais genre, c'est une copie conforme, quoi. Ah, pas tout à fait, totalement, non. Ah ouais. Non, j'ai pas vu ce film. C'est pas une reprise du scénario. Ça, c'est... Ok, d'accord. Enfin, la trame principale de la chasse au trésor, un petit peu, mais c'est très différent, tant en termes de mise en scène que dans le rapport des personnages. Ok. Alors, j'ai vraiment passé un bon moment, du coup, à regarder le film. Je fais, malgré la tête de Deka, non, ça non, m'a... mais c'était... Il n'y avait pas que moi, enfin avec Pauline on n'avait pas... Non, en fait, j'ai pas du tout été choqué par ce montage trop rapide. Ah yes. Et je sais pas comment c'est possible. Hein, avoue que c'est étonnant, parce que même toi tu le disais. Mais même moi je le disais, parce qu'il y a des moments où vraiment, même moi j'en pouvais... C'est objectif quoi, pour le coup. Ouais. Ah non, mais tu sens que le film il respire pas, mais je trouve que ça reste super fluide. Je sais pas comment dire, vrai, mais je vois ce que tu veux dire. Tu pourrais avoir des films où ça coupe moins et c'est encore plus chiant à regarder, tu vois. Après, ouais. Enfin, moi je trouve aussi qu'il y avait les problèmes de spatialisation dont on parlait dans... Ça, je suis d'accord, ouais. Je me souviens. Pas mal. En fait, tu situes plus personne, ça coupe dans tous les sens, tu sais plus où t'es. Donc bon, bah... Après, c'est un peu des surhommes. Je sais pas le budget de balle de ce film, mais ça a dû être un délire. Parce que... Ça a été le film le plus cher produit en Corée du Sud. Je m'étonne. À partir de 10 minutes, ils font que tirer toutes les 30 secondes. C'est abusé. Mais en vrai, je trouve que c'est cool. C'est peut-être super grand public pour le coup. Et ça a un peu l'allure d'un blockbuster au final. Ouais, c'est un blockbuster coréen, hein, vraiment. Et en vrai, je trouve t'as quand même un truc hyper plaisant de te dire, même si je pense qu'il y a vraiment du sous-texte politique vraiment fort, surtout à la fin. Ouais. Où du coup il découvre le trésor qui en fait est, je me permets de spoil, mais du coup un gisement de pétrole en fait. C'est pour ça que je sais pas trop en dire du coup dans mon... Ouais, mais là c'est dommage parce dans l'épisode western, parce que sinon j'allais spoiler en fait aussi ce côté-là politique. Il découvre un gisement de pétrole. Ouais, mais du coup politiquement ça veut dire quoi? Parce que je pense que chaque personnage représente vraiment une partie, je sais pas moi, peut-être parfois on se bat pour des trucs. Non, mais je pense que chaque personnage représente, du coup, doit y en avoir un chinois, un japonais, un coréen dans leur représentation, tu vois. Ah oui, peut-être, ouais. Et vu que je comprends pas qui représente qui. Tu penses? Je suis quasiment persuadé. Je te jure, je sens que je suis. Ils le disent qu'ils sont. Non, ils disent tous coréens, parce qu'ils parlent entre eux coréens, et du coup ils disent ah, mais tu parles coréen toi? Ils disent pas vraiment d'où ils viennent en fait. Oui, mais ils sont coréens, ils le disent. Bah oui et non en fait. Ouais. Parce que le chasseur de primes, il dit qu'il vient de nulle part et qu'il a pas de terre, tu vois, entre guillemets. Et il est quand même à la poursuite de ce truc, enfin indirectement. Et je sais pas, c'est trop bizarre. Puis il y a cette espèce d'histoire de vengeance, bon, même si là je pense que c'est juste pour la narration, mais j'ai l'impression qu'il y a un sous-texte qui est plus gros que ce qui paraît, tu vois. Peut-être. Et du coup, je me dis que il manque quand même un truc pour bien comprendre cette fin. Ouais. Du coup, ça me déçoit un peu. Ouais, je peux comprendre. Après, non, en vrai, je trouve ça vachement cool. Les musiques sont cool. C'est très bien rythmé au niveau des musiques. Il y a peut-être du sound design à des moments qui est un peu... genre, le mec qui recharge son fusil, c'est tout le temps le même bruit. Même cadence, même bruit, tout pareil. T'es là en mode, bref, bon, abuse pas quand même. Il fait toujours pareil, hein, c'est ce que je te dis. Je suis pas sûr. On ne trompe pas un expert. Non, en vrai, non, je suis pas un expert, mais en fait, c'est un truc où tu dis, t'entends 2 fois à la suite exactement le même son, c'est bizarre. Même si ça peut arriver, mais bref, on s'en fout. Ouais, et par contre, d'un point de vue animal, du coup, j'en ai pas parlé dans celui d'avant, même si je pense qu'en vrai, les chevaux étaient assez bien traités, n'empêche, dans le film de Pauline. Ah oui, je crois que c'est dans le film de Louis. Mais dans le film de Louis, non, c'est... Mais oui, c'est un truc dont on n'a pas parlé dans notre épisode sur en fait, ça explose de partout. T'as des chevaux qui font des saltos, des machins. Ah oui. Mais vers la fin, là. Ouais, ça abusé. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que j'en ai pas parlé, ouais, effectivement. Parce que je m'en souvenais pas qu'il y avait autant de... Après,
Je pense qu'ils ont rien, les animaux. Hein. Faut pas s'en faire. Hein. Ah bah si, faut en faire, justement. Honnêtement, là, pour le coup, je sais pas. Hein. Pour le coup, c'est un truc dont on n'a pas parlé dans notre épisode sur Western et dont je voulais parler, mais on n'a pas eu le temps et j'ai plus pensé. Mais le traitement des chevaux en général dans le Western, c'est catastrophique. Oui. Donc je pense qu'il ne faut pas fermer les yeux en disant non, ils vont bien. Je pense que non. Là, on est en 2008. La réglementation, parce que la réglementation sur les animaux, sur les tournages, est beaucoup plus stricte qu'à l'époque des westerns classiques. Mais ça ne change rien. Et à mon avis, s'il y avait eu des problèmes vraiment graves avec les animaux, le film aurait fait parler de lui auprès de la PETA. Parce que qui décide qu'il y a des problèmes graves? Parce que si on veut pousser le truc, techniquement, t'es pas censé monter sur un cheval. Donc, à partir du moment où les chevaux, tu leur montes dessus toute la journée. Déjà, ça peut être considéré comme de la maltraitance. Donc, si en plus tu les fais plusieurs chevaux déjà pour. Mais non, mais même, je te dis honnêtement. Donc, à partir du moment où les chevaux ils tombent, et trucs et tout, non, on peut pas dire. Après, bon, c'est comme ça que ça se passe dans les chevaux. Les chevaux, ils sont dressés. Mais c'est des chevaux. Mais c'est pas une question de dressage. Mais c'est des chevaux qui sont dressés à tomber. Enfin, c'est. Non, mais la question, elle est pas là, Louis. C'est juste que quand tu vois que t'as, en vrai, vraiment, du coup, la scène, c'est quasiment à la fin, en gros, où t'as les deux grosses puissances qui arrivent avec des gros trucs, machin. T'as des trucs artificiels, donc ça explose de partout. Non, mais surtout que je dis pas ça pour attaquer personnellement le film de Louis, parce que dans mon film où il y a les bœufs, c'est pareil. Oui. Et en fait, c'est pareil dans tous les films qui utilisent des animaux. Donc c'est pas pour attaquer personnellement ton film, c'est juste pour attaquer le western et même l'utilisation des animaux en général. Ouais, mais là, moi, je trouve que surtout dans le film de Louis, en vrai. De nous trois, oui, c'est celui où il y a le plus d'utilisation d'animaux. Et c'est pas parce qu'un animal est dressé qu'il est pas maltraité, parce que dans les cirques ou les trucs comme ça. Je dis pas le contraire. T'as dit qu'ils étaient dressés à tomber, etc. Normalement, ils sont quand même dressés. Enfin, il y a quand même des dresseurs sur le tournage. Oui, je sais. Mais genre, je sais pas, dans un cirque, les lions, ils sont dressés à sauter dans des cercles en feu. Ça veut pas dire que c'est pas de la maltraitance, tu vois. C'est différent. En vrai, elle est pas énorme, hein. Ouais, ça reste enfermé toute l'année dans des cages. Les animaux, normalement, les animaux de cinéma, ils sont pas enfermés dans des cages comme ça. Donc, Ouais, mais on va faire un parallèle. Du coup, on s'est lancé sur la défense des animaux. Mais je suis pour la défense des animaux. Je moi aussi, tout de suite à désamorcer le truc. Mais tu vas en Camargue, en France, et tu vois des animaux qui sont en liberté et qui sont juste pas entretenus et montés tous les jours. Je te jure que t'as envie de mettre des patates. Ah bah oui. Mais vraiment, genre, je te parle sincèrement. Et c'est pas parce que c'est un film que le contexte est différent. Quand tu vois que des gens qui ont un ranch et qui proposent des services avec des balades en chevaux, déjà, c'est une débilité sans précédent. Et en plus, ils se permettent de pas les entretenir. Pourquoi un film serait différent, en fait? Mais parce qu'on n'en sait rien, enfin, c'est tout. Bah ouais, mais du coup, faut pas fermer les yeux, parce que c'est Mais je ferme pas les yeux là-dessus non plus. Je suis parfaitement conscient. Mais je préfère me dire, voir le positif aussi, en me disant, je pense qu'il y a quand même des bons dresseurs. Et que voilà, mais tu vois, un animal, quand bien même il est dressé. C'est un peu du wishful thinking, c'est tu te dis, je me dis que c'est bien, donc ça va sûrement être bien. Tu vois non, mais j'ai tort. Non, mais c'est surtout pour dire qu'un animal, quand bien même il est dressé, lui faire exploser plein de trucs autour et le mettre dans des cascades, tu peux dans tous les cas te poser la question de si c'est pas de la maltraitance, quoi. Et puis il y a plein de films qui font ça. Ah oui, mais on n'est pas en train de dire le contraire. C'est pour ça que je te dis qu'on n'attaque pas de ton film personnellement. Mais non, pas personnellement. C'est juste que personnellement, non. On parle vraiment. En plus, je l'ai resitué justement dans le premier épisode où j'ai pas parlé du traitement des animaux dans le western et où je voulais le faire. Donc c'est pas vraiment. J'ai même parlé de mon propre film où il y a les bœufs qui tirent le truc. Mais après, je m'appuie de ton film parce que c'est le plus parlant en fait pour le coup. Oui, dans les trois. T'as vraiment des. En plus, t'as gagné, Louis. Donc ça explose à droite, à gauche, machin et tout. Les chevaux ils font des saltos. Tu te dis ils sont peut-être éduqués, mais ça craint, tu vois. Mine de rien, ça craint. Après, je pourrais dire pareil dans le film de Pauline. En vrai, ils ont l'air d'être bien traités, mais tu regardes la gueule des chevaux, on dirait qu'ils sont apeurés tout le long du film. Hein. Et c'est pas rassurant, tu vois. Et c'est pas normal que ce soit comme ça. Mais cette scène de fin, du coup, en dehors de ça, en vrai, cette scène, elle est quand même vachement cool. Elle est cool. Parce que je trouve que c'est quand même super bien réalisé. C'est bien mis en scène. C'est chorégraphié vraiment de manière très cool, je trouve. Et puis voilà, quoi. Ça fait un bon défouloir, on va dire, d'avoir un film qui explose autant et qui fait piou-piou tout le temps. Donc voilà. Ouais, parce qu'en vrai, t'es celui qui a fourni le truc le plus nerveux, quoi.
C'est vrai. Nous, nous, on était un peu, c'est un peu mou, quoi. Donc, je pense que, vu que tu voulais un peu de nervosité pour les westerns, tu t'es trouvé avec les deux mous, là. Tu t'es dit, bon, au moins, il y a de la nervosité, ça peut Après, être, toi, tu disais que c'était un anti-western, ton film aussi. Oui. Et justement, à cause. C'était tout double, quoi. Tu vois, peut-être que j'aurais une chevauchée, une poursuite plus longue. Peut-être. Grégory était plus content. Attends, juste, je viens de. Oh putain, ça m'est sorti de la tête. De quoi? Là, j'avais un truc à dire encore, mais j'ai perdu. Dommage. Note de découverte? Je sais pas, je viens de me souvenir ce que je voulais dire avant la note de découverte. Et n'empêche, je me suis aperçu en regardant ce film que on était vachement trop habitué à la violence, mine de rien. Parce que, en vrai, on a que des gens qui se tirent dessus. On va dire, ouais, machin. En vrai, c'est ultra violent quand tu penses. Ah bah oui. Non, mais en vrai, je me faisais vraiment la réflexion où, en vrai, tu les vois tirer toutes les 30 secondes, c'est banalisé à mort, t'es là en mode, ouais, trop cool, je veux un fusil et tirer sur des gens, tu vois. C'est aussi ce que disait Pauline, sur la violence aussi dans le cinéma coréen, je crois que tu parlais de ça. Oui, dans l'épisode, oui. Et en vrai, j'étais en train de me dire, parce qu'il y a quand même à des moments où t'as du sang, machin, je me dis, quand même, mine de rien, ça a l'air d'être tout public, mais c'est quand même ultra violent, tu vois. Et je trouve que j'ai trouvé ça marrant en fait de me dire, en vrai je me suis habitué à des trucs qui je les vivrais, j'aurais sauté d'un pont, tu vois. Ouais, après c'est comme ça. Mais voilà. Puis la société est violente. Et la société est violente. Et du coup, en note de découverte, en vrai, j'ai envie de vous faire chier. Je vais mettre un 4. Ouf, parce que je m'attendais à voir que des westerns et j'ai vu un anti-western. Ah non, mais ça va. Voilà, et ça retombe sur moi. C'est vrai qu'on n'avait pas une sélection de westerns très classiques. Même toi, pendant l'épisode, t'as dit en vrai, j'ai la mort. On a choisi des films, on est trop allé aux extrêmes. Et tiens. Saison 3, il faut remettre le. On va remettre le western. Ouais, spaghetti. Ouais. Mais je vous ai dit, s'il n'y a pas de Johnny, j'annule l'épisode. Il sera annulé parce qu'il y aura. Je vais prendre Johnny, comme ça je vais gagner. Et puis voilà. Ah ouais, oui. Bon, écoutez, on peut s'arrêter là pour le retour de Frigo avec cette victoire de Louis, donc qui égalise, qui revient au niveau de Pauline. Ouais. Et je crois à 2 longueurs de moi. Si c'est bien ça? Je crois, ouais. Aucune notion. Il va nous rester. Cet épisode 3 films. Oui. Donc, si l'un de vous fait un sans faute, il y aura une victoire, et sinon, on peut encore avoir une égalité. Enfin, c'est. Ouais, en vrai, il y a plus de tension que prévu. En vrai, si j'en gagne un des 3, c'est gagné pour moi. Oui. Mais rien n'est fait. Franchement, les 3 films d'affilée peuvent arriver. J'avoue qu'il y a peu de chance, je pense, pour Pauline, vu son choix du dernier. Mais écoute, on sait jamais. On verra. Il a choisi le film de Louis, alors que tous les deux, on était moins chauds dessus. Alors, c'est vrai, c'est pour ça. C'est pour ça. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Bon, les blockbusters, l'argent qui coule à flot, les foules au cinéma. Foules au cinéma, surtout. Tout ça. Qui veut... Est-ce que tu as une question, Frigo, pour commencer? Mais qu'est-ce qu'un blockbuster? Écoute, qui veut répondre à cette question? Un blockbuster, c'est un film à gros budget. Voilà. Hop là. La semaine prochaine. Non, c'est un film à gros budget, donc qui à la production demande énormément d'argent à se faire et qui normalement doit rapporter énormément en termes de box-office. Donc c'est comme ça que c'est vu. Mais à l'origine, c'est vraiment le blockbuster hollywoodien des années 50, c'est juste un film qui coûte cher. Juste pour préciser, le box-office, c'est les recettes sur les gens qui vont au cinéma. Voilà. Parce qu'un film a d'autres manières de rapporter de l'argent, par la suite avec son exploitation DVD sur les plateformes, etc. Alors que le box-office, c'est vraiment les gens qui vont en salle. Ouais, donc il faut vraiment qu'aux 2 extrémités du film, il y ait de l'argent, quoi. Des thunes, ouais. Et en gros, si le film a peu d'argent au démarrage mais fait une réussite incroyable, comme c'est arrivé avec des films qui font je sais pas fois combien sur leurs recettes, c'est pas un blockbuster. Par exemple, pour prendre un non-blockbuster, Paranormal Activity est un film qui a coûté que dalle à se faire. Genre un peu moins de $100 000, je crois. Donc c'est que dalle. Et il a rapporté plus du double. Ah oui, mais c'est pas non plus encore, on n'est pas sur des... C'est déjà vu. On est même mais on est pas sur des catégories de grandeur. Rapporté plus du double. Non, pas plus du double. Qu'est-ce que je raconte? Il a rapporté quasiment 10
10 millions de dollars. Enfin, il a rapporté des millions et des millions de dollars, alors que... Il a multiplié les quand même sur des chiffres assez bas. On n'est pas sur un blockbuster, du coup. Ouais. Parce que le film ne coûte pas cher à la base. Et puis l'inverse aussi. Et si tu mets beaucoup d'argent dans un film et qu'il flop, c'est pas un blockbuster. Ok. Alors, par contre... Vas-y. Non, il y a une notion aussi qui rentre pas mal dans le blockbuster, mais peut-être plus actuelle, on va dire. C'est le casting. Et généralement, les blockbusters, t'as des grosses têtes d'affiche, etc., qui coûtent aussi de l'argent, parce que les acteurs les plus connus sont généralement les plus payés. Et parce que c'est quelque chose, mais je pense que on va développer un peu dans cette discussion, mais... Vas-y, développe. Quand tu fais un film qui coûte de l'argent, donc tu as envie de gagner de l'argent, du coup tu prends des acteurs, des grosses têtes d'affiche qui te coûtent cher, mais qui attirent les foules. Et du coup, c'est un pari pour capitaliser sur des noms, en disant ça c'est un nom qui ramène les gens en salle. Et voilà. Donc en soi, c'est un peu logique aussi de souvent retrouver des gros castings à la tête de blockbuster. Tu parles comme le choix de Mr. V pour faire un Autobot dans le dernier Transformers ou pas? Ça, c'est du Star Talent. C'est encore différent. Est-ce que du coup ça peut être lié de choisir par exemple des influenceurs pour faire des doubles, des doublures ou des trucs comme ça? C'est souvent sur les blockbusters que les productions de doublage français font appel à ce qu'on appelle du Star Talent. Donc en gros, c'est de prendre un acteur ou un influenceur très très connu pour faire une voix ou un caméo vocal en doublage. Pour avoir son nom sur l'affiche. Oui. Et pour avoir son nom sur l'affiche. L'exemple de Mr. V pour le prochain Transformers. Moi j'avais l'exemple de Squeezie à l'époque. Pour Ratchet et Clank. Pour Ratchet et Clank ou pour Bob l'éponge, alors qu'il fait une mouette avec Cyprien. Et même Et Natou. Dans Spider-Man Into the Spider-Verse, il y avait des footballeurs qui faisaient des voix qui... Oui, il y avait Olivier Giroud en bouffon vert. Ah ouais. Voilà. Ouais, et il y avait un autre footballeur aussi, je crois, je sais plus lequel. Sais plus, qui faisait le Scorpion. Mais c'est vraiment des voix qui sont... Ils sont là. Non, je sais pas. Griezmann, c'était sur Lego Batman. Ah oui, voilà. Mais c'est des mecs qui sont là 5 minutes, mais après, tu peux jouer dessus sur la com. Mais c'est ça. Et en fait, du coup, t'as sur l'affiche avec la voix de... Et Denis Brognard, récemment aussi, avec Crypto, le film Crypto. Ok. Est-ce que du coup, ça compte, pour un blockbuster? Du coup, là, je parle plus de la partie de doublage que le budget de base, tu vois. Non, c'est-à-dire que Moi, les blockbusters font ça, mais t'es pas obligé de faire ça pour avoir un blockbuster. Tant qu'à la fin, t'as de la thune et qu'au début, t'as de la thune. Non, mais je suis d'accord, mais je trouve que ça compte dans le sens où une des choses, du coup, importantes dans le blockbuster liées à ces questions d'argent, c'est la com. Oui, c'est ça. Dessus. Et du coup, je trouve que... Oui, t'es pas obligé d'avoir ça pour avoir un blockbuster, mais ça rentre... dans la logique du blockbuster d'avoir ça. C'est la logique du marketing en fait, et qui est maintenant aujourd'hui aussi une caractéristique très forte du blockbuster. Sur des blockbusters comme Indiana Jones, je sais pas s'il y a eu Star Talent, tu vois. Non, mais c'est très récent parce que les choses évoluent. Avant, il n'y avait pas d'influenceurs, tu vois. Ça. Donc c'est pas une obligation pour un blockbuster. Non, j'ai jamais dit que c'était une obligation. J'ai dit que ça rentrait dans la logique du blockbuster. Dans la logique du marketing qui existe depuis des années et des années en fait. Mais le Star Talent, c'est aussi autre chose qui se rapporte plus au doublage français que vraiment blockbuster dans sa généralité, tu vois. Parce que il y a du Star Talent un peu partout. Enfin, même dans les dessins animés qui sont pas forcément considérés comme des blockbusters, il y a parfois du Star Talent. Comme le dessin animé de Snoop Dogg. Quoi? Pas du tout la Il a fait, ça n'a rien à voir, mais il a fait un dessin animé pour enfants. Snoop Dogg? Ouais. Et c'est lui le personnage principal. Quel rapport avec les blockbusters? Avec quoi? Avec les blockbusters. Quel rapport avec vous parlez de dessins animés et de gens connus. Ah oui, d'accord. Je suis pas trop connecté, je suis désolé. C'est compliqué à suivre. On est en pleine digestion. Ouais. Pour vous, c'est lequel le blockbuster originel? Enfin, quand on dit blockbuster, on pense à quoi? C'est-à-dire si je te dis un blockbuster, là, comme ça, c'est quoi le film qui vient en tête? Je pense que j'ai Jurassic Park qui me vient en tête. Ah ouais? En termes de... Là, en parlant de... Du coup, genre dans les premiers, tu vois, peut-être, j'ai Jurassic Park. Okay. Sinon, blockbuster de maintenant, en vrai, Fast and Furious. Vraiment, c'est devenu n'importe quoi. Ok. Ouais. En vrai, ce serait Les Dents de la Mer, moi qui me viendrais en premier. Mais vraiment, là, si tu penses ça, sans parler de l'aspect un peu plus réfléchi ou quoi, genre on dit blockbuster, c'est Les Dents de la Mer? Moi, je pense à du Michael Bay.
Peut-être pas, non. Ouais, Transformers. Transformers, ouais, ça viendrait. Ou Avatar récemment. Ou Avatar. Ouais, ou même en vrai Endgame. Ouais. C'est tellement le truc représentatif de ce qui est un peu devenu le blockbuster. Est-ce que c'est pas un peu des blockbusters dégénérés, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Si. Bah, en fait, quoi par dégénéré? En gros, tu prends le blockbuster de base, qui, bon, après ça on en discutera sûrement, mais on va dire le blockbuster Les Dents de la Mer, considéré par certains comme le premier blockbuster. Bon, bah, il y avait quelque chose de plus que juste mettre de la thune et faire du profit, tu vois. Et aujourd'hui, on est tellement à la course au gain et le capitalisme, finalement, qu'en fait, le blockbuster est devenu complètement une version dégénérée de lui-même, où on a des trucs comme les Marvel ou... Si, mais je suis d'accord, mais c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, on pense à ça, c'est Bien parce sûr, que c'est des films qui prennent les caractéristiques qui sont uniquement propres au blockbuster, et qui oublient tout l'aspect artistique, parce que bon, bah voilà, Spielberg, c'est un grand réalisateur de blockbuster, mais c'est un grand réalisateur avant tout, quoi. Ouais. Et là, on prend des Yes Man, donc des mecs qui en gros n'ont pas spécialement de patte artistique et qui viennent réaliser des films de commande pour se faire des thunes. Et on fait des films où on va capitaliser sur une fanbase, des acteurs, des personnages, mais plus du tout sur la mise en scène, le découpage. Exception Eternals de Chloé Zhao. Pas vu. Qui a énormément de sa patte quand même dedans. Ouais, ok. Ouais, j'ai un peu l'impression que... Après, c'est aussi parce que Eternals, il arrive dans cette phase où ils ont envie de se racheter une image. Oui, et justement de dire, regardez, on prend des vrais auteurs et plus que des Yes Man. J'ai un peu l'impression que Spielberg, il a créé un truc qu'il a complètement dépassé. Oui, mais je pense qu'il en parle et qu'il dit qu'il il en a déjà parlé avec George Lucas, justement. Je crois qu'ils avaient repris plus ou moins l'image de la créature de Frankenstein en disant, en fait, on a créé quelque chose qui nous a complètement échappé, en fait, et qui tue plus ou moins le cinéma. Nouvelle Hollywood. Et que ce soit avec Les Dents de la Mer ou Star Wars, quoi. Et Star Wars, en vrai, ça a été vraiment George Lucas, je crois, il s'attendait pas à ça. Hein. Mais en plus, Star Wars, c'est vraiment il y a autre chose. Enfin, il a réussi à rajouter la caractéristique du produit dérivé. Avec Star Wars. C'est vrai. C'est aussi maintenant aujourd'hui un peu une part belle du blockbuster, quoi, le produit dérivé. C'est vrai. Plus des sagas et des séries que vraiment du blockbuster. Ouais, je sais pas, j'ai pas l'impression que les blockbusters qui sortent comme ça, ils ont beaucoup de produits dérivés non plus. À une époque, si. Enfin, je pense à Avatar, on n'a pas de produits dérivés Avatar. À l'époque du premier, si, mais à une époque, moi je pense à plus ancien, genre Jurassic Park, il y a eu des jouets Jurassic Park. Ouais. Pas forcément pas forcément produits dérivés, mais après ça va être des trucs où genre toutes les marques vont vouloir capitaliser autour de la sortie du film. Oui. Tu vas avoir ça de partout. Tu vas avoir ton menu McDo avec. C'est ça. Après, c'est quelque chose aussi de très américain, le produit dérivé. Enfin, quand tu regardes les images du parc d'attractions Universal, t'as un thème Total Recall. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Même quand c'est pas de la saga, il y a quand même un produit dérivé pour capitaliser sur le blockbuster. Oui. Bon, après, de toute façon, au niveau produit dérivé, il n'y a rien qui arrive au niveau de Star Wars, je pense. Marvel, en vrai. Marvel, maintenant, ouais, mais... je crois même pas, en vrai. Star Wars, c'est tellement loin. Énorme. Et les jouets Star Wars... Fini, et c'est pas fini. Et les jouets Star Wars du premier film se vendent à des milliers et des milliers de dollars sur eBay. C'est terrible. Sans compter qu'il y a aussi les portages jeux vidéo, les trucs comme ça qui contribuent. Et sur Star Wars, mais... Et d'ailleurs, vous connaissez l'anecdote entre Lucas et Spielberg ? Vas-y. Non. Sur le pourcentage ? Ouais, sur le pourcentage. Spielberg faisait Rencontre du troisième type et Lucas faisait Star Wars. Et Lucas était persuadé que ça allait pas marcher. Spielberg lui disait, si, t'inquiète pas, ça va marcher, mais moi, mon film, il va pas marcher à côté du tien. Et du coup, ils ont fait un pari. Lucas a parié que Rencontre du troisième type marcherait mieux que Star Wars, et Spielberg, l'inverse. Spielberg a gagné, Star Wars a tout déchiré, et depuis, Spielberg touche des royalties sur les produits dérivés. Wow. Oh, le coup de poker. En vrai, on peut dire ce qu'on veut, mais il est vraiment, vraiment visionnaire, en vrai, Spielberg. Je pense que c'est une des personnes de l'industrie du cinéma qui touche le plus souvent juste sur comment va évoluer le cinéma, sur où il va. Enfin, vraiment, tu l'entends souvent on ressort souvent des interviews de Spielberg d'il y a 10 ans, 20 ans et tout. Le gars, il a compris l'industrie cinématographique comme personne. Peut-être pas au moment où il fait ses premiers blockbusters parce que ça le dépasse, mais tout de suite, il comprend où est-ce que ça va aller et comment ça va partir en cacahuète. Et je trouve que, en tant que vraiment analyste
du système cinématographique, il y a peu de gens qui sont au niveau de Spielberg et qui le comprennent aussi bien. Et c'est super intéressant parce que c'est exactement ce dont il parle dans Jurassic Park et dans Ready Player One. C'est comment le système, en fait, échappe à tout contrôle. Et dans Ready Player One, c'est comment le système va... et envie... comment un groupuscule méchant capitaliste veut mettre la main sur quelque chose de très très populaire et la pop culture et tout pour se faire de la thune et de la pub. Okay. Et du coup, c'est trop malin. Il est déjà visionnaire là-dessus sur Hollywood. Regardez Jurassic Park et Ready Player One et vous verrez qu'en fait ça parle d'Hollywood. Les deux films parlent d'Hollywood et des blockbusters et c'est super intéressant. Tu parles même du dernier là avec Omar Sy dedans? Non. Quoique Jurassic World est très intéressant aussi dans ce sens-là. Ouais. Là où le parc crée un dinosaure trop gros, trop grand, trop puissant et qu'ils peuvent même plus contrôler. C'est vrai. C'est exactement ce qui peut se passer avec des blockbusters trop gros, trop puissants, trop et du coup on peut plus les contrôler et ça nous échappe. Pauline, tu nous as pas dit le blockbuster auquel tu pensais, tu l'as dit ou pas? Si, j'ai dit soit Michael Bay. Ah ouais. Donc genre les bails genre Transformers, même quand tu vois ces derniers trucs en fait, genre ambulance et tout. Pour moi c'est genre j'ai un peu ces images là qui viennent en tête quand on parle de blockbuster. Et en plus Michael Bay, peu importe tout ce qu'on peut dire sur lui, est resté un auteur et pas juste un yes man du coup. Ouais. Et il y a une patte Michael Bay, donc ça reste intéressant. Et après, sinon, il y avait les Marvel. Voilà. Après, je voulais juste rebondir sur Spielberg en disant ça l'a dépassé, etc. Après, il y a un célèbre dicton qui dit un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bon, le tonton, il a pas trop assumé, quoi. Il a tué le nouvel Hollywood. Mais il y est pour rien. Il y est pour rien, et je pense que... Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Moi, je pense qu'il n'y est pour rien, parce qu'en vrai, les dents de la mer, on retrouve encore énormément du nouvel Hollywood et d'une patte d'auteur, tu vois. Non, mais je vannais, je sais. Ouais, je sais bien, mais voilà, tu vois, D'ailleurs. Comme on considère que c'est le premier blockbuster et tout... Attends, avant que tu changes de sujet. Oui. Quel est toi ton blockbuster? Là, moi, je pense... dernièrement, vu qu'il y a Avatar qui est sorti, je pense à Avatar. Ouais, c'est vrai. Mais pour le coup, qui n'est pas un blockbuster dégénéré. Mais non, d'ailleurs, fait de mieux. C'est intéressant. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a vraiment deux distinguos entre blockbuster et le blockbuster dégénéré, tu vois. Sinon, c'est vrai que les Transformers, il y a quelque chose qui me vient tout de suite du Transformers. Et puis après, si on réfléchit un peu plus, les Dents de la Mer. Mais Transformers, je sais pas pourquoi, alors que j'en ai jamais vu, que j'en ai un peu rien à faire. Et moi non plus. Il y a ce truc du blockbuster, c'est Transformers. Il y a le côté grand spectacle. Et puis, en créant le blockbuster, entre guillemets, il y a aussi le summer blockbuster c'est l'été, il y a le blockbuster qui sort, quoi. Après, ça, on fait notre épisode Après, je pense que Transformers, c'est juste parce que je crois que ça a été un des premiers films où ils ont vraiment, je dis sûrement de la merde, hein. Mais en termes d'image, je crois que c'est genre ils ont vraiment exploité à fond le 16:9. Ils commençaient un peu vraiment à réduire un peu les images avec des grosses bandes noires. Et niveau effet visuel, en vrai, ils avaient tout écrasé à cette époque. C'était une claque de ouf, hein. Sûrement, je sais pas. Après, il y a le truc aussi que c'était peut-être de notre enfance et inconsciemment on l'a. En vrai, tu vois, intégré, quoi. En vrai, je suis carrément un client. Les deux premiers Transformers, j'ai kiffé de ouf parce que déjà les voitures. Et en fait, mine de rien, c'est tout du CGI. Et vas-y, ça a pas vieilli. Tu vois pas en fait que c'est animé, c'est une dinguerie. Et il y a peut-être ce truc, tu vois, qui fait que je pense qu'il est arrivé tellement en force que ça a vraiment été le blockbuster en mode qui reste en tête. Ouais. Je pense. Je voulais attaquer directement Pauline. Je sais très bien ce que tu vas dire. Non, tu ne sais pas du tout ce que je vais dire. Ah. Pauline, t'as vu combien de Hitchcock? 53. 53 Hitchcock. Pauline, t'as vu Les Dents de la Mer? Bref, je savais que t'allais dire ça. Pauline, est-ce que t'as vu Jurassic Park? Non, alors c'est mon moment confession. Donc, je suis un peu nulle en blockbuster. Mais juste pour tous les gens qui nous écoutent, qui se disent mais Pauline a vraiment tout vu. Oui, parce qu'en fait, on parle de trucs de niche. Parlez le premier film qui vous vient en tête, le plus facile, elle ne l'a pas vu. Non, oui, je trouve ça quand même étonnant de savoir que t'as vu 53 Hitchcock et que t'as pas vu Dans la mer, quoi. Parce que je me suis fait la rétro Hitchcock parce que ça m'intéressait et que me faire une rétro Spielberg, ça m'intéresse pas. D'accord, que c'est étonnant. Non, mais oui, je suis d'accord parce que c'est des films en mode quoi, t'as pas vu ça? Ouais. Mais non, je n'ai pas vu, mais c'est parce que je sais pas, j'ai pas d'explication.
j'ai jamais eu assez envie de regarder ces films pour les prioriser par-dessus tout. Et après, j'ai développé une cinéphilie qui fait que je suis arrivée dans une phase où j'ai plus envie de découvrir des trucs de niche que Les Dents de la Mer, parce que j'ai l'impression de déjà tout savoir du film sans l'avoir vu. Et j'ai jamais remis du fait qu'il a fini le nouvel Hollywood. Bah oui, je boycotte, je lui en veux. Non, en vrai, c'est pas vrai. Tu peux en parler de ça un peu aussi après. Ouais, on peut en parler. Ouais. Mais en vrai, je pense que j'attends une occasion de le découvrir au cinéma ou tu vois un truc comme ça, genre de me dire bon bah, quitte à me dire enfin je le vois, autant que ce soit dans des bonnes conditions au cinéma, etc. Et Indiana Jones, tu les as vus? Oui. Ok. J'ai vu tous les Indiana Jones. Ok. Bon, c'est déjà ça. Voilà. Non, mais en vrai, Spielberg, c'est un réalisateur sur lequel je suis pas hyper calé. Ouais. Mais de manière générale, enfin, tu vois, je parlais des Transformers, mais j'en ai vu aucun. J'ai vu pas mal de Marvel parce que c'est ce que j'allais voir avec mes frères au cinéma, mais sinon, je vais pas de ouf voir des blockbusters. Ok. Tu veux nous parler un peu de la fin du Nouvel Hollywood? Ouais, alors c'est compliqué un peu comme histoire parce qu'en vrai, il n'y a pas que Les Dents de la Mer qui a participé à la fin du Nouvel Hollywood. Il y a La Porte du Paradis aussi. Exactement. En gros, le Nouvel Hollywood était déjà un peu en train de s'essouffler un petit peu. Qu'est-ce que le Nouvel Hollywood déjà? Très rapidement. Alors le Nouvel Hollywood, c'est ce qui est arrivé après le vieil Hollywood. Qu'est-ce que le vieil Hollywood? Non, en gros, le vieil Hollywood, je vous renvoie à notre épisode sur le vieil Hollywood. C'est vrai, purée, j'avais oublié qu'on avait un épisode sur le vieil Hollywood. Non, en gros, le Nouvel Hollywood, c'est un mouvement qui est arrivé fin des années 60, début des années 70. Certains datent le premier film à Bonnie and Clyde en 65, le lauréat ou Easy Rider 68, 69, enfin bon voilà. Mais en gros c'est une vague de films indépendants américains où vraiment les auteurs voulaient s'affranchir des codes. Ça fait suite à la nouvelle vague en France en fait. Et ils voulaient s'affranchir des codes et créer un cinéma avec beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de place pour les auteurs contre la place des producteurs dans le vieil Hollywood. Et bon voilà, on va pas épiloguer parce qu'on pourrait en parler pendant 1 heure aussi. Pas la fin du code Ace aussi à cette époque. Il est fini depuis un petit moment, mais oui, il y a aussi ça qui a déclenché. Ouais. Et donc, Les Dents de la Mer, c'est 75, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc en gros, milieu des années 70, bon voilà, il y a eu plein de films qui ont très bien marché, genre Taxi Driver, des films d'Altman, etc. Non, quoique des films d'Altman, c'est... Bref. Ils n'ont pas tous très bien marché à leur sortie. Mais en gros, ça s'essouffle un peu, et là, il y a Michael Cimino qui dit les gars, je vais faire un western de 5 heures. Genre 5 heures. Si, à la base, si. Ah, à la base. Ouais. Genre une fresque de fou qui s'appelle La Porte du Paradis, donc. Et le film a coûté un budget faramineux. Et en fait, de galère en galère sur le projet, ça a été un flop total. Donc, effectivement, il a dû couper beaucoup de son film. Je crois que le résultat final fait genre 3h30. Ouais. Mais à la base, vraiment, le film aurait dû faire 5 heures. Et en fait, ça a ruiné les producteurs. Enfin voilà, c'était en mode un peu le délire d'auteur qui a foutu en l'air plein de fric. C'est ça, les productions ont été très refroidies en fait, du coup. Et en parallèle, t'as Spielberg qui donc fait Les Dents de la Mer, et où le truc est un succès commercial de fou, et où du coup les producteurs sont un peu en train de revoir leur modèle de financement en mode les délires à la Michael Cimino, on n'en veut plus. Maintenant, on veut des films comme Les Dents de la Mer, tu vois, des trucs qui vont être grand public, qui vont ramener du monde en salle. On parlait de Spielberg, et le truc, c'est que c'est encore plus incroyable, c'est que le mec a même pas 30 ans. Oui. Il fait un film, même pas 30 ans, il révolutionne le cinéma, il révolutionne l'industrie cinématographique. Je crois qu'on s'en rend compte, mais presque pas. Non, c'est point immense, le mec. Genre là, nous, dans 5 ans, on a 5 ans pour révolutionner le cinéma mondial. T'inquiète pas. Impossible. Moi, je l'attends. Hein. Moi, j'attends de voir en tête d'affiche. C'est assez fou. Et puis là, Spielberg, il est né du Nouvel Hollywood. Hein. Ses premiers films, c'est complètement du Nouvel Hollywood et tout, quoi. Et en fait, du coup, cette fracture a fait pas mal de mal à beaucoup d'auteurs du Nouvel Hollywood.
Je pense à Coppola par exemple, qui derrière ont eu un peu des phases difficiles où ils ont eu peut-être plus de mal à se faire financer parce qu'on avait peur d'un Chimino bis, alors que t'avais des Spielberg, des George Lucas qui étaient en train d'émerger. Ouais, c'est ça, il y a eu aussi Star Wars ensuite en 77, George Lucas qui a tout cassé. Et après, il y a des auteurs qui s'en sont très bien remis, puisque Scorsese, il a continué de faire des films qui marchaient très bien. Tiens, tu parlais de Coppola aussi, début 70, il fait Le Parrain. Ouais. Et Le Parrain, donc c'est produit par la Paramount, qui produira quelques années plus tard les Transformers. Donc grosse société de blockbuster, et Le Parrain peut être considéré un petit peu comme un des proto-blockbusters modernes, parce qu'il y a une histoire de distribution en fait, et d'exploitation en salle qui était toute nouvelle à l'époque, et qui a permis ensuite aux blockbusters post-Dents de la Mer d'être distribués énormément dans toutes les salles des États-Unis, et donc d'avoir ce côté popularité et box-office encore plus grand, et de rapporter encore plus de sous. Et aujourd'hui, effectivement, on est arrivé à quelque chose de cet esprit un peu refroidi sur le cinéma d'auteur et plus à vouloir du blockbuster qui est totalement dégénéré, pour reprendre le terme de DK, parce que du coup, tu vois des mecs comme Coppola qui n'arrivent plus à se faire produire leurs films, Scorsese qui est obligé d'aller chez Netflix ou Apple pour se faire produire, alors qu'il y a des millions et des millions de dollars qui sont mis dans les Marvel pour continuer de les citer, mais puis quand tu vois qu'il y a des gens comme Netflix, des prods comme Netflix qui de plus en plus, bon c'est plus pour les séries je crois maintenant, mais qui font appel à des algorithmes etc. pour créer des films qui vont plaire etc. en sachant par rapport aux données qu'ils ont de visionnage, qu'est-ce qui plaît dans les films, quelle est la chose qui fait rester le spectateur ou quoi, et que du coup on fait des films pas en pensant truc artistique, mais à se dire bon, l'algorithme il pense que si on fait tel rythme, tel truc, ça marche bien, et on se focalise sur ça, ça fait peur quand même si on va là-dedans. Ouais. On a totalement travesti la volonté artistique du cinéma avec ça. Et pour revenir sur les Dents de la Mer, c'est produit par Universal, donc aussi gros studio hollywoodien. Et en fait, ils ont investi des millions de dollars dans les spots télévisés et toute la campagne marketing derrière pour faire la sortie de l'été, justement. Ouais. Et d'ailleurs, Putain, j'ai oublié ce que je voulais dire, en fait. Ah mince. Non. J'ai donné mon syndrome à Pauline. Ouais, c'est ça. Attends, je vais dire quand même que malheureusement, avec Dents de la Mer, il a mis un gros coup aux requins, les pauvres. Oui. Qui a ôté le gros, comment on appelle, le truc collatéral. Dommage collatéral. Victime collatérale des Dents de la Mer. Et c'est bien dommage. C'est vrai. Ça t'est revenu, Pauline, ou pas? Non, ça me semblait pertinent en plus, et c'est pour ça que j'ai essayé de me lancer, mais... Moi, il y a quand même un truc, parce que je suis peut-être totalement déphasé ou quoi que ce soit, mais j'arrive pas à comprendre. Pauline, ça t'est revenu? Oui. Ah, vas-y. Non, en fait, du coup, tu parlais des producteurs, là, sur les blockbusters de Universal, Paramount et tout, et justement, je disais que le nouvel Hollywood, c'était un peu la chute des gros producteurs, puisqu'on voulait une volonté de production beaucoup plus indépendante, qui reposait beaucoup plus sur les réalisateurs. Et en fait, avec l'arrivée des blockbusters, il y a un peu quand même de nouveau des studios qui tirent leur épingle du jeu et qui vont devenir des énormes studios comme Paramount, Universal. Ah oui, complètement. Après, il y avait quand même des gros studios qui ont produit des films du nouvel Hollywood, en fait. Je crois que la Fox, notamment, a énormément mis de l'argent dedans. Oui, mais la logique était moins articulée autour de ça. La logique était moins articulée autour de ça, ouais. La question. Du coup, je reprends, mais du coup, je suis peut-être en parallèle du coup avec le monde actuel, mais j'arrive pas à comprendre qu'on puisse faire des films avec des millions et des milliards d'euros et que ce soit genre des petits budgets. Comment ça? Genre à des moments, on va faire c'est un film, il y a eu 2 milliards, c'est un petit budget pour un film. 2 milliards. Non mais j'abuse, mais je veux dire 2 milliards ça existe pas. Mais j'abuse, genre il y a eu 2 millions sur un film, c'est un petit budget. Je comprends pas que ce soit possible de déployer autant d'argent pour des films des fois qui sont aussi claqués. Alors ça oui, ça c'est. Mais en fait là c'est 2 problèmes en un. Tu parles. Ouais, mais en fait surtout, je trouve, tu vois ça me fait un peu penser, tu vois, à la spéculation sur l'art, où genre le cinéma il a atteint un truc où genre
c'est des trucs qui coûtent cher pour coûter cher, mais ils en valent pas du tout ce qu'ils payent. Après, je suis au courant que tu payes un chef hop, clairement, tu laisses une maison entière pour lui parce que ça coûte trop cher. Il y a tellement de gens qui bossent. Un mec caméraman, c'est super cher. Un perchman, c'est super cher. Un monteur, c'est super cher. Un ingé son, je sais de quoi je parle. Mon Dieu, ce que c'est cher, tu vois. Ouais. Après, je pense vraiment que les techniciens, c'est pas du tout ce qui coûte le plus cher sur un blockbuster. Je rigole. Sur un blockbuster. Mais un chef-op, vous savez combien c'est à la journée? Non, mais vraiment sur un blockbuster. Et je crois que vous avez pas idée aussi d'un chef-op. Si, mais un chef-op, c'est super cher. Oui, mais les chef-op, tu les as sur tous les films, tu vois. Oui, mais après, alors que ce qui va faire la diff, ça va être les effets techniques. Les effets techniques, même les acteurs, des fois. Les acteurs qui prennent genre 20% du. Ah ouais, il y en a. Les contrats, après, je dis pas, mais je veux dire, en dehors des acteurs, parce que ça arrive que t'aies des blockbusters où ils misent un peu sur des nouveaux acteurs ou. Peut-être pas, je sais pas. Plus trop. Ouais, c'est du coup. Je sais pas quoi dire en fait, mais c'est, je sais pas, je trouve ça démesuré en fait de gaspiller un peu en fait au final autant d'argent. C'est un peu la démesure à l'américaine en vrai. Ouais, mais c'est. Après, c'est une logique de rentabilité, tu vois, comme on a dit, les blockbusters ça coûte hyper cher et ça rapporte énormément d'argent, donc c'est un marché en fait au final. D'ailleurs, on en a pas parlé, mais le blockbuster existe depuis bien avant les Dents de la Mer en fait, mais c'est quelque chose qui m'étonnera toujours, c'est que les plus gros films d'Hollywood des années 50-60, donc les péplums, c'est arrivé parce que Hollywood était dans la dèche. Genre, ils ont plus de thunes, mais ils font des films faramineux pour apporter de la thune. Et je trouve ça hallucinant d'absurdité. Bah, c'est une logique d'investissement. Ouais, aussi, mais c'est fou quoi. Mais après, en vrai, il y a aussi le truc de. Quand on dit oui, c'est le premier blockbuster et dans la mer, c'est que oui, avant il y avait des films à gros budget, mais le système cinématographique et même le système économique a tellement changé entre avant et maintenant que même quand on parle de films à gros budget à l'époque, on n'est pas sur les mêmes sommes, on est sur quelque chose qui est totalement différent, même dans le système économique, que ça me semble pas incohérent de dire que le blockbuster commence avec les Dents de la Mer. Parce qu'il crée quelque chose au niveau du système qui change complètement. Alors, qu'il y ait des films à gros budget avant, mais si on relativise un petit peu à ce qui est fait maintenant, c'est sans commune mesure. Oui, mais justement, je trouve que c'est important de ramener la chose à son époque et du coup de dire c'était un énorme budget pour son époque et que du coup ça rentre dans les ce Dents truc. de la Mer, s'il est considéré comme le premier blockbuster, c'est parce qu'il est considéré comme le premier du genre cinématographique blockbuster. En fait, le terme blockbuster existe bien avant les Dents de la Mer. Oui. Et en fait, le genre cinématographique blockbuster, comme on l'entend, c'est les Dents de la Mer. C'est parce qu'il y a eu ce système économique, c'est parce qu'il y a eu du marketing derrière, c'est parce qu'il est sorti l'été, et puis voilà. Ouais, mais j'ai du mal à voir un genre blockbuster. Oui, c'est ce que j'allais dire, C'est ce que, quand j'ai fait mes recherches, c'est ce que j'ai lu, et donc voilà, j'ai pas la source malheureusement de qui a désigné ça comme ça, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est désigné comme un genre cinématographique aussi. Après, blockbuster à la base, c'est un terme économique et du coup, c'est ce que je disais en off, mais en médecine, par exemple, quand il y a des médicaments qui coûtent très cher à produire mais qui sont énormément vendus par les industries pharmaceutiques, on parle de blockbuster aussi du médicament. Donc, c'est relatif et c'est pour ça que pour donner le terme blockbuster à un film, je pense que c'est important de l'ancrer dans son époque, dans son pays, parce que un blockbuster aux États-Unis, évidemment, ça va pas être la même chose qu'un blockbuster en France. Quand tu vois la différence de budget entre les films à gros budget français et américains, ça n'a rien à voir. Si ça fait beaucoup de sens de relativiser au contexte, parce que si on commence par exemple à parler de blockbuster, je sais pas, taïwanais, tu vois, est-ce que vraiment ça fait sens? Quand à côté il y a les blockbusters américains, je veux dire, l'écart est tellement grand que oui, ok, c'est un gros budget pour le pays. Ah non, mais faut préciser blockbuster taïwanais, tu vois. Mais parce que mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais les systèmes économiques sont différents. Par exemple, un blockbuster en France, tu vas pas pouvoir peut-être développer le même nombre d'argent. Non, c'est sûr. Ouais, mais du coup, mais ça sert quand même de relativiser. Parce que tu peux savoir si par rapport à où tu regardes la provenance de ton film, si c'est vraiment un truc qui a eu énormément de moyens ou ça a été fait par un mec avec un iPhone, tu vois. Parce qu'on a dit qu'un blockbuster c'était quelque chose qui coûtait beaucoup d'argent et rapportait beaucoup d'argent, mais du coup à échelle de son pays, même si c'est une somme bien moindre qu'aux États-Unis, ça va coûter beaucoup d'argent, tu vois. Oui, mais tu peux pas mettre les deux, c'est impossible de comparer les deux, tu vois.
C'est ça que je veux dire. Ah, mais je Ouais, parle pas de les que- comparer, je parle juste Oui, que oui. l'appellation existe Oui, à bien l'échelle sûr. de son pays, quoi. Mais c'est pour ça que je pense quand même que le blockbuster est en grande partie lié à l'économie américaine et aux 40-50 dernières années. Bah après, de toute évidence, l'économie américaine est malheureusement en train de devenir un modèle économique pour beaucoup de pays qui veulent se calquer sur la rentabilité. Et maintenant, la Chine un peu aussi qui fait des films très très chers. Mais en dehors des deux, il y a tellement un fossé que je vois qu'on parle de blockbuster, mais enfin, j'ai presque envie de faire une nuance entre film à gros budget et comme on l'entend blockbuster, tu vois. Je sais pas si ça fait sens ce que je veux dire, mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais je pense que tu t'attaches trop aux termes et aux mots. Non, je pense vraiment que tu t'attaches trop au fait qu'il faut que ce soit défini pour un truc bien précis. Oui. Et moi, je pense juste que c'est un mot qui peut être utilisable, mais en fonction de l'adjectif qu'il y a derrière. C'est ça. Parce que, en vrai, vraiment, je viens de me rappeler ce que fait Pauline, mais en fait, juste c'est un terme commercial, le blockbuster. Oui. Parce que si tu vas. Non, mais du coup, c'est. Peu importe si tu vas dans. Je sais pas moi, dans. Tu fais de la maçonnerie et t'as un moellon, tu vas avoir un moellon blockbuster, par exemple. on est d'accord, mais... Non, mais vraiment, mais du coup, t'es quand même obligé d'y replacer dans un milieu, en fait. Oui. Donc, du coup, même si tu y replaces par rapport à un pays, je pense que ça fait sens. Bah, c'est un mot qui dépend du mot qu'il va y avoir après, quoi. Un blockbuster du médicament, un blockbuster américain et un blockbuster taïwanais. Par exemple, si on choisit pour la partie de 3 blockbusters et que 2 prennent un blockbuster américain et 1 prend un blockbuster iranien, bon, il y a quand même un tel fossé que c'est compliqué de juger de la même manière les 3, tu vois ce que je veux dire. De juger de la même manière les 3, oui, mais ça veut pas dire qu'il y en aura un qui respectera pas le thème, tu vois. Non, bien sûr. Non, je suis d'accord. Mais alors après, dans ce cas-là, si par exemple, là on parle purement du thème que là nous on choisit, tu vois, dans ce cas-là, on limite à un pays ou à un truc spécifique. De toute façon, je crois qu'on a tous les 3 choisi un truc américain. Parce que tu penses forcément à ça. C'est tellement un modèle américain, le blockbuster. Je suis un peu d'accord avec ce que dit Deka, et en fait, je suis d'accord avec tout le monde là dans cette discussion, mais le blockbuster, c'est tellement la démesure américaine, c'est fou, quoi. Dans l'esprit commun aujourd'hui, quoi. Oui, dans l'esprit commun aujourd'hui, mais même. C'est une question d'esprit commun, c'est une question aussi de réalité économique. Et là, voilà, il y a une sorte de modèle. Et à l'échelle, la réalité économique, elle est différente à l'échelle de chaque pays. Oui, mais le pays s'inscrit aussi dans le cinéma international, tu vois. Oui, dans le système international du cinéma. On cherche à copier le blockbuster américain, enfin. Malheureusement. Ne serait-ce que la preuve avec les 3 mousquetaires de Martin Bourboulon qui est sorti là. Ouais. John Wick, c'est français ou pas? Non. Je sais pas pourquoi je pense. C'est américain. Ne serait-ce que, du coup, je parlais de l'exemple des 3 mousquetaires de Martin Bourboulon, qui est sympathique, quoi, sans plus, mais c'est vraiment pour calquer le blockbuster américain, quoi. Ouais. C'est terrible, mais du coup, c'est un blockbuster aussi. C'est un blockbuster à l'échelle de la France. Oui. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc avec le blockbuster que personnellement je trouve terrible, mais c'est que le grand public, de manière générale, du moins les gens qui ne cherchent pas à s'intéresser spécialement au cinéma, et je dis pas ça de manière méprisante, c'est juste les gens qui s'en fichent, quoi. Un peu quand même. Non, c'est juste pour dire que c'est vraiment tu vois, average mec qui va une fois tous les 3 mois au cinéma parce qu'il a envie de voir du divertissement, et j'ai aucun problème avec ça. Souvent, il y a des remarques qui viennent en mode quand tu vois un peu des bonnes annonces de films français qui certes ont pas forcément l'air foufou, machin, c'est pourquoi on fait pas des films comme les Américains, tu vois. Pourquoi on n'arrive pas à faire des films comme eux au lieu de produire nos merdes et tout. Et je trouve que cette hégémonie culturelle que gagne l'Amérique, en vrai, elle est hyper néfaste parce que le problème, c'est que derrière les producteurs français, ils vont dire ah bah ouais, en vrai ça marche de fou les trucs américains, et du coup les grosses prods françaises vont avoir tendance à vouloir lisser un peu le truc vers quelque chose du modèle américain. C'est que ça n'a pas de sens, je trouve. Et non, mais oui. Et oui, non, mais bien sûr, en plus, on n'a pas le budget, mais ils veulent quand même essayer de tendre à ça. Tu vas te retrouver avec des films un petit peu flopesques, genre, bon, même si l'initiative est pas si mal, mais il y a un film qui était sorti qui s'appelle Comment je suis devenu un super-héros. Ah oui. C'était un peu en mode, regardez, la France fait son film de super-héros. C'était éclaté. C'était sur Netflix et c'était éclaté. Ouais. Et tu vois, t'es là en mode, on a un patrimoine d'auteurs de base qui est fou. Qu'on encourage nos auteurs et notre cinéma plus indépendant. Bah oui.
que vouloir ressembler aux Américains. Après, rien n'empêche des auteurs, et notamment français, de faire des blockbusters aussi, avec leurs pattes, tu vois. Non, bien sûr, mais... Je sais pas s'il en existe en vrai aujourd'hui, mais... Oui, mais enfin, si rien les empêche, si quelque chose empêche, c'est l'argent. Parce oui, que l'argent. il faut non, mais qu'on le donne. je veux dire, s'il a envie de faire un blockbuster... Je veux dire, si... Je sais pas, prenons un exemple, quelqu'un... moi, j'ai envie de faire un blockbuster avec ma patte. Si j'ai l'argent, je le fais, tu vois. Oui, c'est ça. Je parle pas de... Le problème, c'est que... Oui, mais... Pardon, je parle en termes de modèle auteur, enfin, tu vois. Ouais. Les blockbusters d'auteurs existent, hein, faut pas. Non, mais bien sûr, mais le problème, c'est que... Ouais, voilà, c'est ça. Le problème, c'est qu'en France, il y a plein de choses qui font que ça peut pas exister. Enfin, que ça a du mal à exister, du moins. C'est d'une part qu'on manque d'argent, d'autre part que des auteurs qui vont être quand même assez reconnus comme des bons réalisateurs vont réussir à débloquer un budget assez important pour leur film à leur échelle, et en fait ça va flop parce que justement c'est trop autorisant. Enfin là je pense... Non mais tu vois, là je pense en vrai le film n'est pas encore sorti, donc je lui souhaite une réussite, tu vois, mais par exemple je pense au prochain film de Bonello qui à son échelle, qui est vraiment petite par rapport au budget qu'on peut trouver aux États-Unis, etc., a coûté très cher. Il y a des grosses têtes d'affiche, etc. Donc en soi, sur la base, ça pourrait potentiellement correspondre à la définition d'un blockbuster. Mais en fait, le film, il fait 2h30 et genre personne... Enfin, oui, non mais... Je suis navrée de penser ça, tu vois. Moi, je suis la première à vouloir aller le voir, mais je pense qu'il va flop en salle, quoi. C'est un peu le syndrome Christophe Gans, qui avait fait Le Pack des Loups aussi, qui était à son échelle un blockbuster français et qui a floppé, qui s'est pris des critiques dans la gueule, alors qu'il est pas si mal. Pour revenir à mon idée que relativiser, ça n'a pas trop de sens, c'est qu'on est tellement dans un cinéma international maintenant, on n'est plus dans des petites archipels où chacun a son cinéma, que quand tu sors ton film, ton film il va être en concurrence avec les films des autres pays, et donc dire c'est un blockbuster dans mon pays, oui, mais si ton film dans les faits il est en concurrence avec les blockbusters américains, tu dois les mettre aussi. Oui et non. Tu vois ce que je veux dire? Moi, mais je suis pas totalement d'accord, parce qu'en fait il sera en concurrence où? Au box-office? Ils sont en concurrence dans les salles. Oui, mais justement, moi je suis pas exactement d'accord, parce que à échelle d'un pays, en fait, le film va être en concurrence avec les films américains et les films de son pays. Ouais. Et, du coup, c'est pas avec tous les autres films. Oui, donc du coup, on parlait justement de pas être au niveau des Américains. Oui, je sais. Mais du coup, tu peux quand même montrer à échelle du pays, parce qu'en fait, genre, mis à part les Américains, en France, t'as principalement des films français, tu vois. Tu vas voir quelques trucs étrangers qui vont arriver, mais vraiment 1 ou 2 films par an de certains pays. Ouais. Et du coup, je trouve que ça... Et j'imagine que c'est la même chose ailleurs, tu vois, j'en sais rien, tu vas en Italie, et tu dois avoir une majorité de films américains à côté de films italiens, et puis 1 ou 2 films français, 1 ou 2 films, j'en sais rien, coréens, espagnols et tout. Et du coup, à échelle de son pays, je trouve que ça a du sens de continuer de parler de blockbuster, parce que tu vas quand même être comparé majoritairement avec des films de ton pays, hormis les films américains. Si on dit par exemple, les Trois Mousquetaires ou Astérix, je sais pas, tu vois, c'est des blockbusters. Mais tu vas au cinéma, tu les vois en disant, c'est des blockbusters. À côté, t'as les Marvel, t'as les gros films comme ça. Tu veux dire, ça relativise. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? On est tellement sur. Mais je vois ce que tu veux dire, mais je suis pas d'accord que ça enlève du sens, parce que ça reste des films qui ont coûté très cher pour la France et qui rapportent ou non, ça dépend, mais. Ouais, voilà. Et puis après, il y a aussi le truc, c'est que en fait, on se rend compte que alors en fait, je vais commencer la transition et en fait, ça ira bien, vous allez voir. Donc, on va petit à petit passer aux films dont on ne parlera pas. Et je sais pas vous, mais c'est quand même finalement plus compliqué que prévu de trouver des bons blockbusters. Parce que finalement, il n'y a pas vraiment de cohérence entre l'argent qu'on met dans un film et sa qualité, quoi. Et même au contraire, quand on voit récemment avec beaucoup de blockbusters récents qui sont des daubes. Ouais, d'accord, je vois ouais. Oui. Après, pour parler vite fait de comment j'ai choisi le blockbuster, moi je me suis quand même tourné vers des auteurs qui ont fait des blockbusters qu'on peut qualifier d'auteurs, quoi. Enfin, donc je vais prendre un exemple d'un que j'ai vraiment pas pris, mais Christopher Nolan. Quand tu vois la trilogie Batman qu'il a faite, c'est un blockbuster, mais il y a tellement sa patte dedans, de mise en scène et de thème, que c'est un blockbuster d'auteur. Donc j'ai du mal à comprendre ce que tu veux dire, en fait. Ce qu'il disait, c'est qu'il y en a pas assez pour. Oui, finalement. Tu vois, qu'on trouve un film qu'on ait vraiment envie de défendre.
Si on fait un ratio, aujourd'hui, je suis un peu d'accord en fait. Ou que Frigo a pas vu, parce que les blockbusters sont c'est surtout ça. vus par. C'était plus par ce côté Frigo. Est-ce que Frigo l'a vu ou pas? Si on fait une liste de nos 50 films préférés, je pense qu'il y aura pas plus de 5 blockbusters. Et oui, non, mais je d'accord. Je suis gentil. Oui, non, mais j'avais pas bien compris ce que tu avais dit en fait. Ouais. Voilà, non, mais c'est ça. Du coup, c'est que je pense qu'il n'y a pas vraiment de lien entre le fait de mettre beaucoup d'argent et faire un film de qualité. Et que du coup, même, ça mène au truc de blockbuster dégénéré, etc. Où en fait, tu mets beaucoup d'argent et tu sais quasiment que ça va être. Que tu perds tout le côté artistique. De toute façon, c'est ce qu'ils font. Enfin, pour prendre les blockbusters dégénérés, ils mettent de l'argent dans un film, il va se faire, hop, on pense déjà au suivant. C'est terrible. Et donc, c'est quand même. Enfin, je trouve qu'il y a quand même un contresens un peu. Enfin, pas un contresens, mais un paradoxe à se dire que finalement, les films que pour la majorité on considère comme les meilleurs, bah, c'est rarement ceux qui ont coûté le plus d'argent, quoi. Ah oui, mais c'est parce que nous, on est à l'échelle d'un public cinéphile. Alors que on parle de s'adresser au plus grand nombre et le plus grand nombre n'est pas cinéphile et du coup ne regarde pas les qualités forcément artistiques d'un film. Peut-être que eux vont considérer que c'est les meilleurs films, tu vois, les blockbusters qu'ils voient. Après, c'est surtout que. Parce qu'ils s'intéressent pas au reste. Surtout que la patte artistique, je trouve dans un film, elle paraît très difficilement. Alors, je regarde peut-être pas assez de films ou quoi, ou pas assez de fois le même réalisateur ou quoi. Ouais. Mais tu vois, je sais que par exemple en musique, je trouve que la patte, par exemple, d'un beatmaker, elle va ressortir beaucoup plus vite. Peut-être du fait aussi que tu produis un peu plus en étant beatmaker, parce que tu fais, tu t'es un peu plus chez toi, machin. Les films, c'est quand même plus difficile à faire, tu vois. Mais j'ai quand même l'impression que l'artistique sur un film, en fait, il est super dur pour. Je m'inclus, tu vois, une personne comme moi où en vrai je suis un giga normie, tu vois, où genre il y a des trucs où je vais voir, je vais pas y comprendre parce que ça va être de l'artistique, je vais être là en mode mais c'est trop bizarre, pourquoi c'est comme ça, tu vois. Plus averti pour arriver à dans le cinéma à voir les pattes d'auteur, contrairement à la normal, musique, vous êtes 3 personnes qui consommez du cinéma de niche et vous me montrez des films quand même assez nichés, tu vois. Mais je veux dire, de moi-même, si j'irais voir des films en salle, je te jure que j'irais voir que des trucs où je vois des pubs parce que les autres trucs j'ai pas m'y intéresser, tu vois. Genre tout à l'heure vous parliez des films français comparés aux blockbusters américains et tout, mais quand tu vois des fois des films français sur quoi ils investissent et que t'as Bienvenue chez les Ch'tis 5, t'es en mode pour le coup, à quoi bon, tu vois, à quoi bon, ouais. Mais c'est un peu pareil pour la musique, enfin tu vois, moi je vais connaître que les trucs un peu plus connus et peut-être que toi tu vas connaître les gens sur YouTube qui ont 1500 vues, tu vois, c'est un peu la même. Je te donne un exemple, t'es pas un très grand consommateur de musique. Non, mais je m'y intéresse quand même. Tu peux reconnaître la patte de Tyler the Creator, peu importe où tu l'écoutes. Alors oui, mais regarde, t'es pas un grand consommateur de films, quoique un peu plus que beaucoup. Si je te montre un autre film de Kiyoshi Kurosawa, tu me diras ok, j'ai vu Kairo, je vois Cure par exemple là, ok, je vois le truc. Tu vois ce que je veux te dire? Je sais pas. Sûr et certain. Écoute, je sais pas, parce que tu vois, par exemple, on peut prendre l'exemple de Scorsese, et peut-être que c'est pas super marqué, mais entre, du coup, Taxi Driver et Les Affranchis, je vois pas de liaison, tu vois. Ouais, après, il y a aussi un truc qui joue énormément, c'est que le cinéma, c'est beaucoup plus un art collectif que la musique. Enfin, oui, je te vois hausser des épaules et tout, mais genre, tu vas avoir... Là, tu parlais d'un beatmaker, tu vois, de reconnaître un beatmaker. Le beatmaker, il fait son beat ouais, peut-être, tout seul. Regarde. Alors que le réalisateur, il est là, mais il a un chef-op pour son image, il a plein de techniciens pour les lumières, les machins et tout. Et du coup, ça va plus être une construction collective. Et en vrai, évidemment, moi, je trouve que la plupart des grands réalisateurs, tu reconnais leurs pattes facilement. Qu'il y a des motifs et tout, mais du coup c'est à beaucoup plus grande échelle, ça va être sur des œuvres qui sont longues, où il faut en voir plusieurs pour comprendre, et je pense que la facilité de la musique par rapport à ça, c'est que ça va plus vite à capter, quoi. Je suis pas d'accord avec vous, parce que je pourrais vous faire du name drop, tu vois, par exemple, mais PNL est accompagné depuis le début par un ingé son qui fait enregistrement mix master qui s'appelle NKF. Si ce mec n'aurait pas participé au dernier album de Gazo, je vous jure qu'il serait pas allé jusqu'à où il est, parce que la patte de ce mec, elle est reconnaissable. Ouais, mais c'est un mec, tu vois. Ouais, mais sauf que ça reste un truc collectif, parce que Gazo il serait parti par quelqu'un d'autre.
le collectif il aurait pas marché de la même manière, tu vois. Et même par rapport au beatmaker avec qui il est allé, ça aurait été différent. Ouais. La personne qui l'a produit, mais en vrai, je pense ça reste un truc collectif. mais en fait, je pense que c'est vraiment un truc d'expertise parce qu'en fait, même une fois que tu t'y connais, tu vois des pattes de chef-op. Tu vas reconnaître la lumière de Lubeski et de. Mais je pense qu'en fait, c'est juste. En fait, pour moi, c'est un peu la même chose, honnêtement. Juste que dans la vie de tous les jours, on est plus au contact de musique que de film, en fait. Après, ce que je disais, c'est ça. T'as plus comme, le temps d'expérimenter de la musique que du film. Donc, en fait, c'est une question d'habitude. Et plus tu vas écouter, plus tu vas être fin sur ta compréhension de ce que tu écoutes et de ce que tu vois. Le problème, c'est que le film, ça demande beaucoup plus de temps. Par exemple, si on fait une analogie, quelqu'un qui va boire du vin très rarement, tu vas lui faire goûter 2 vins, il va te dire c'est le même vin, je vois pas la différence, tu vois. Quelqu'un qui connaît bien le vin, il va dire ça c'est un Bourgogne, il a été fait dans tel endroit, ça se voit, tu vois. Il va être en mode c'est évident. Pourquoi ? Parce que lui, il a bu du vin pendant des années et des années et des années. Il arrive aujourd'hui à, en une gorgée, savoir que le vin, c'est telle rizière de tel truc qui a été produit. Voilà. Rizière. Oui, non. les fameuses rizières d'Asie du vin. Écoutez, non mais enfin bon. Mais par contre, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais par exemple, je pense que c'est un affinement de ton sens en fait. Ouais, mais regarde, Bong Joon-ho, j'ai fait quasiment toute sa filmographie. Je suis incapable de te dire la patte. Oui, mais en fait, c'est un affinement global. Genre, justement, si tu bois que du Bourgogne toute ta vie, tu vas. Oui, exactement. Ouais, tu vas pas savoir spécialement ce qu'il a de différent des autres. Alors que c'est vraiment en regardant beaucoup de films de beaucoup d'auteurs différents que tu vas voir, lui il se distingue en faisant ça, lui il se distingue en faisant ça. Après, mais j'ai pas vu que lui, tu vois, par exemple. Mais si demain tu m'amènes voir un film sans me dire ce que c'est ni qui c'est, à aucun moment je vais te sortir le réel, tu vois. Ouais, mais après, le problème de Bong Joon-ho, c'est que t'as vraiment pris l'exemple d'un mec qui justement a un cinéma ultra pluriel, qui touche à plein de genres, qui fait vraiment, et c'est vraiment, lui sa patte justement, c'est de toucher un peu à tout, quasiment. Donc t'as vraiment pris quelqu'un, pour le coup, qui n'a pas un truc marqué, mais par exemple, tu me prends l'exemple de Tyler, the Creator, n'importe qui, tu lui montres du Wes Anderson, il me dit c'est du Wes Anderson. Oui. Là, après, quand tu vois toutes les trends en ce moment sur TikTok, etc., bon, l'épisode sort un peu plus tard, ça se trouve, ça sera déjà has-been, mais oui, ok, c'est Wes Anderson, tu vois. Par exemple, Tim Burton, tu vas pas me dire que tu vois un film de Tim Burton, tu me dis c'est Tim Burton. Ouais, si, non, tu vois ce que je veux dire ? Parce que t'es plus habitué à voir Tim Burton. Ouais, parce que ces décors lui appartiennent aussi, tu vois. Oui, mais après, il y a des trucs pas forcément que sur les décors, tu vois. Tarantino, tu vas retrouver un côté trash. Tarantino. Tu vois, parce que tu les connais plus, c'est que t'es plus habitué. En fait, c'est une question d'habitude. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est des gens où l'artistique, il est vraiment poussé à mort. Genre, regarde, on va prendre notre exemple, Spielberg. Ouais. Je peux pas reconnaître sa patte. J'ai vu beaucoup de films de Spielberg. Ouais, mais... déjà, moi je trouve que dans les thèmes. Mais je te jure que moi je la reconnais pas, tu vois. Mais c'est je prends toujours des exemples qui sont un peu touchy parce que Spielberg c'est vraiment la personne un vrai auteur qui fait passer sa patte derrière son film. Enfin c'est. Non, mais je fais exprès d'être lourd là, encore autre chose, ouais. Mais je veux dire. Mais parce qu'en fait, justement, toi tu dis que c'est artistique poussé à mort. Moi je pense que c'est qu'il y a vraiment pas que l'artistique qui rentre en compte et où du coup. Tu vas avoir aussi des réalisateurs qui vont avoir une manière de produire leurs films différents. Tu vois, pour revenir à Bong Joon-ho, on en avait déjà parlé dans un épisode, je sais plus lequel, mais du fait qu'il faisait ses storyboards au millimètre près et que du coup, quand il tourne vraiment que ce qui est nécessaire. Il fait son montage en direct. Ouais. Et c'est des manières de travailler différentes et qui peuvent aussi rentrer dans la patte. Et tu vois, Spielberg, je pense que sa patte, elle s'exprime aussi au-delà de l'image pure de son film. Et puis même, t'as les thématiques qui reviennent. Que de l'artistique. Mais oui, il y a un film qui parle de sa mère, c'est Dolan. Je travaille un peu, mais tu vois, il y a des thématiques qui reviennent beaucoup et tu reconnais les thèmes de telle personne que oui, il parle beaucoup de ces choses-là. Si ça parle d'enfance, de fascisme, t'es sur un film de Del Toro. Enfin voilà, tu vois, t'as des gens, par exemple, Del Toro, je pense que t'arrives, tu vois encore Del Toro, tu peux voir le truc, quoi. Parle de femmes, c'est Almodovar. Moi, je te jure que non. Mais bref, c'est un débat sans fin et je pense que j'aurais trop de contre-arguments et que la discussion ne sera interminable. Non, mais parce que pour moi, le fait du coup que tu as dit que tu arrives à reconnaître du Tarantino et tu arrives à reconnaître du Burton, ça prouve bien que c'est une question d'habitude et des déguisements. Honnêtement, je suis pas vraiment d'accord parce que tu regardes un seul film de... Je viens d'oublier son nom, pas Tarantino, l'autre. Tim Burton. T'es obligé de reconnaître sa patte. Il a la coloris, enfin la couleur et l'ambiance. Oui, mais il y a que lui qui fait ça. Oui, mais regarde, Frigo, non, mais vraiment, si tu me fais écouter un son de La Fève et un son de Ness aujourd'hui, je suis incapable de dire lequel est lequel. Je sais pas. Moi, mais normal, parce que attends.
ce que je veux dire? Ouais, mais regarde, je peux te faire écouter Random Mec qui vient du 7.5 qui fait du son. Je te jure que tu fais aucune différence. Ouais. Pourtant, ils ont tous des trucs différents. C'est juste que il y a quand même des gens où l'artistique, il est tellement, je vais pas dire faible, c'est abusé, mais genre, il est tellement un peu caché que en vrai, ça saute pas aux yeux. Et dans la musique, tu le vois dans les gens qui sont le plus écoutés, l'artistique, il est à mort mis en avant. Et oui, tu peux pas dire le contraire. Si t'es un auteur ou pas aussi. Oui, mais je trouve que non, mais même en dehors de si t'aimes l'auteur, mais je veux dire. Non, si t'es un auteur ou pas. C'est-à-dire que quand t'es un yes man, bah oui, on va pas reconnaître ta patte parce qu'en fait t'es un yes man et que ce que tu fais, c'est. Ouais, mais après, oui et non, tu vois. Enfin, je veux dire, je sais pas, mais regarde Rihanna, tu reconnais tous les sons de Rihanna. En vrai, elle fait juste de répéter ce que des gens lui ont écrit, tu vois. Oui, mais t'as la voix de Rihanna aussi. Oui, mais même en dehors de la voix, son style, il est reconnaissable. Drake, c'est pareil. Là, on part sur un autre débat. Je suis désolé, mais c'est un truc où je trouve dans le cinéma, tout cet aspect artistique qui fait vraiment la patte des réalisateurs, elle est vraiment cachée. Et que ceux où tu la vois vraiment, c'est que ça a été exacerbé et que ça te saute aux yeux, tu vois. Je trouve pas. C'est vraiment une question d'habitude, mais pour moi, c'est vraiment ça. Je trouve pas. Parce que pourtant, je suis pas habitué à plus que ça à des films de Tarantino, tu vois. Genre, j'ai dû en. mais parce qu'on a choisi des exemples justement exacerbés. Mais tu vois, par exemple, des films de Brian De Palma, tu les regardes, tu sauras pas forcément reconnaître que c'est des films de Brian De Palma. Je pense que Louis ou moi, si, tu vois. C'est juste une question d'habitude et de connaissance du médium et tout ça, je pense. Je sais pas. Pour le coup, je me permets d'en douter. La preuve, quelqu'un qui connaît pas le cinéma, il sait pas. Quelqu'un qui commence à bien regarder, il sait, tu vois. Donc c'est une question de... Je sais pas. Non, mais je me dis quand même que je consomme beaucoup plus de films qu'avant et que cet aspect-là, il change pas. Oui, mais parce que je pense que t'as pas assez vu justement de choses des mêmes réalisateurs. On te fait voir des trucs hyper différents, hyper extrêmes et tout. Ouais, mais c'est pas pour autant que justement... le débat est sans fin, je suis désolé, mais c'est pas pour autant que des réalisateurs où j'ai vu leurs films de moi-même parce qu'ils m'intéressaient, j'ai pas reconnu leurs pattes. Oui, mais parce que il y a aussi... Pardon, je te coupe, mais c'est ce que Pauline disait, c'est que là, tu vois pas leurs pattes. Mais si par exemple, tu vas voir d'autres réalisateurs, tu vas dire, ah ok, là, sa patte, j'avais pas remarqué, mais en fait, par rapport à lui, il fait comme ça, lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est que aussi, elle se crée en opposition au reste. Ouais. C'est pas juste en voyant qu'un réel que tu vas tout savoir. En fait, c'est en voyant ce réel. Et justement, en le comparant à d'autres, où là, tu vas dire, ah ok, donc là, ce truc qui me semblait anodin, en fait, lui, il le fait pas du tout pareil. Et lui, il le fait pas non plus pareil. Alors que ça me semblait anodin, tu vois. Et puis en vrai, il y a une vraie question d'intérêt. Tu peux regarder plein de films et ne pas spécialement chercher à reconnaître les pattes, et du coup tu vas pas pousser sur qu'est-ce qui fait que tel réel il est reconnaissable ou pas, alors que justement quand tu t'y intéresses beaucoup, que tu te renseignes sur le réel à côté, etc., tu vas beaucoup plus vite faire les liens entre ces films et comprendre les motifs qui reviennent. Donc je pense que c'est des intérêts spécifiques aussi de comment tu regardes, comment t'abordes la manière dont tu regardes les films. Après, que ce soit un art un peu plus challengeant à ce niveau-là, contrairement par exemple à la musique, peut-être que ça demande beaucoup plus. Ça, je dis pas le contraire, mais c'est dû au médium, tu vois. Mais dans le fond, je sais pas. La question de base. Non, mais je trouve que c'est quand même, je pense, que c'est un débat à avoir en off, mais je pense quand même, pour vraiment clôturer avec ça, je pense quand même. T'as vraiment dit, bon, les auditeurs, vous aurez pas le droit de savoir. Non, du tout, mais parce que le débat il est sans fin, et au pire on peut revenir dessus le moment où ok, j'aurais tranché, mais je pense quand même prêter vraiment attention à avoir un aspect ultra critique sur tout ce que je regarde, parce que putain, ce que je me fais chier à choisir vos films. Et j'ai pas de choses qui me sautent aux yeux à chaque fois. En fait, j'ai pas dire que j'ai eu l'impression de regarder tout le temps les mêmes films, mais j'ai pas l'impression que j'ai quasiment pas vu 2 fois le même réalisateur. Et en vrai de vrai, je saurais pas te dire qu'est-ce qu'il y a de différent chez l'un ou chez l'autre. Oui, mais tu vois, à part chez Godard, tu vois. Mais tu vois, tout à l'heure, par exemple, tu parlais de surcadrage. Donc, c'est-à-dire que tu as remarqué ça. Par exemple, je pense que je te montre des films de Antonioni. Tu vas remarquer que dans sa manière de gérer les cadres, il utilise énormément le surcadrage. Énormément le surcadrage à des fenêtres, notamment. Tu vois, c'est des trucs... mais ça vient avec l'expérience, le temps. Mais tu vois, regarde, tu dis à quelqu'un qui écoute pas de métal, tu le fais... Et il est très concentré, hein, tu lui fais écouter plein de sons de groupes différents de métal, il va te dire, c'est tout la même chose, je vois pas la différence. Ah oui, non, mais je suis totalement d'accord. Et c'est pour ça que je prends justement un style de musique qui est moins grand public, parce que pour moi, ça prouve que c'est une question de... Après, pour ta comparaison, pour faire vraiment l'avocat du diable, je trouve que le métal est un style de musique tellement chargé
que en vrai de vrai, pour vraiment reconnaître des pattes, il faut vraiment avoir l'oreille affinée, tu vois. Oui, mais parce que le cinéma est peut-être aussi, par définition, plus chargé. Ah oui, non, mais justement, c'est ce que c'est un peu le point que je veux dire, okay, c'est que la patte, elle ressort très peu, parce qu'en fait, je pense aussi que les réalisateurs, ils ont beaucoup moins de liberté, tu vois. En vrai de vrai, parce que ça reste pas des films de commande, mais t'es obligé de s'attirer sur quelqu'un à la fin, tu vois. Et du coup, dans un sens, la patte, elle est pas exacerbée comme, tu vois, tu peux l'avoir chez Tarantino ou. Ouais, c'est pas parce qu'une patte est pas exacerbée. Non, mais quand je parle exacerbé, c'est que vraiment, genre, t'es là en mode, j'aime trop parce que tout ce truc-là, tu vois, c'est trop bien. Et voilà. Après, généralement, il y a quand même, on arrive à distinguer des réalisateurs qui nous touchent beaucoup plus, nous. Et par exemple, si on prend Louis Descailles et moi, ce sera des personnes différentes. Et justement, c'est parce que chez ce réal, il y a quelque chose qui nous parle plus, qui peut s'apparenter à une patte. Oui. Oui, non, carrément. Oui, c'est vrai. Sinon, on n'aurait pas de réel préféré ou de trucs comme ça. Oui. Je suis d'accord. Hein. Après, bon. Le débat est sans fin. Non, mais c'est intéressant. Je vous propose quand même d'avancer et de passer sur vos films que vous n'avez pas choisis. Sur les films dont on ne parlera pas dans le prochain épisode, enfin en tout cas les films qu'on n'a pas choisis. Si vous voulez, je peux commencer, j'en ai 3, ça va être très rapide. Allez, let's go, fais-toi plaisir. Matrix. Voilà. Des sœurs Wachowski. Alors, ça va faire écho du coup à une question qu'on a déjà posée aux auditeurs, mais je suis toujours pas d'accord pour dire que c'était un choix facile. J'ai pas dit ça. Ouais, mais je sais que t'aurais pu le dire. Non, c'est qu'il fait 2h20. Ouais, c'est vrai. Mais j'aurais trop aimé voir Matrix. Putain de merde, j'ai trop la haine. Même pas, il fait 2h15, 2h20. C'est ta faute. T'as refusé l'Aventura que Pauline voulait prendre dans l'épisode d'avant parce qu'il faisait 2h20. J'allais pas prendre dans l'épisode d'après Matrix qui fait 2h20. Non, mais je suis d'accord. Ça aurait été un manque de respect. Je suis quand même vachement déçu. Mais sinon, t'aurais accepté l'Aventura, t'aurais eu Matrix. Dommage pour moi. Voilà, c'est dommage. Et j'aurais adoré parler de Matrix et choisir Matrix. J'aurais adoré parler de l'Aventura. Mais voilà. Et non, malheureusement, la vie est difficile. Mais du coup, Matrix, est-ce qu'il y a besoin vraiment de dire grand-chose à part que c'est absolument... C'est un film qui a révolutionné le blockbuster à l'orée des années 2000. Absolument incroyable. C'est le point de tout. Il faut que tu regardes. Matrix, non, mais oui, même mais si on te propose pas. Pour des tas de choses. Non, mais oui. On se fait, dès qu'il passe en UGC Cut ou je sais pas quoi, on ira se faire Matrix. Ouais. Donc voilà, Matrix. Je perds pas beaucoup plus de temps, on va enchaîner vite. Après, il y a le Pacific Rim de Guillermo del Toro. Ce qu'on aime aussi dans les blockbusters, c'est quand c'est en outrance. Et Pacific Rim, c'est des kaiju qui se battent contre des mechas. Ça part dans tous les sens, c'est absolument génial. Je trouve assez génial Pacific Rim pour faire écho à Michael Bay et Transformers. Les deux jouent avec l'échelle du grandiose. Et c'est génialissime de voir vraiment des réalisateurs qui ont le sens de l'échelle. Pour un blockbuster où vraiment t'as de la destruction et c'est génial, franchement. Et Pacific Rim est vraiment très très cool là-dessus aussi. Donc voilà, je l'ai pas pris parce que c'est pas mon Del Toro préféré et que j'avais envie peut-être de commencer Del Toro avec un autre. Et puis on avait un petit doute sur si je l'avais vu aussi ou pas. Oui aussi, puis après il fait 2h10, donc après c'est le problème, c'est qu'on se dit 2h10 c'est pas grand chose. Oui mais bon, si on a dit non à 2h20, 15 ouais, c'est pour 5 minutes, on va pas prendre à la fin j'ai pris un truc de 2h03, enfin ça n'a pas trop de sens finalement. on fait comme on peut, mais Pacific Rim, si vous voulez juste kiffer avec des gros mechas qui se battent contre des gros kaiju, c'est vraiment bien. Franchement c'est très très cool, c'est un vrai plaisir. Bon, beaucoup de gens n'aiment pas Pacific Rim, mais c'est comme ça. Donc moi je vous le conseille, Del Toro, c'est toujours même si c'est toujours intéressant en tout cas. Et puis après, j'ai pensé à un film d'animation, parce que oui, il y a aussi des blockbusters d'animation. J'ai pensé à Spider-Man Into the Spider-Verse. Il revient, il revient, c'est ce que j'en entends parler. Il ne passera jamais, j'ai l'impression. Je crois jamais je vais le voir. Voilà, parce que c'est... on a parlé de Matrix qui a révolutionné le blockbuster à son époque. Spider-Man Into the Spider-Verse a révolutionné le cinéma d'animation en 2018. Et d'ailleurs, en vrai, si je dis pas de bêtises, quand cet épisode sortira, le nouveau sera sorti. Oui. Ah oui, il sera sorti depuis peut-être un mois. Probablement chef-d'œuvre, je le call, voilà. Ouais, sûrement, très sûrement. Mais c'est absolument génial. Ça a tellement influencé de films d'animation récents, que ce soit les Mitchells contre les machines, que ce soit... Le Chapeauté 2 dont on a parlé il n'y a pas longtemps, ou par exemple sur Netflix le film de comment il s'appelle le film Kendrick Lamar. Non, c'est pas Kendrick Lamar. A$AP Rocky. Non plus. Travis Scott. Non plus. Kid Cudi. Voilà, j'ai oublié le nom.
je ne sais plus. Mais enfin bon, voilà. Parce qu'il a apporté des nouvelles techniques d'animation et que c'est tellement bien qu'il faut le regarder. En plus, il y a le 2 qui sort bientôt, donc, ou qui est déjà sorti au moment où l'épisode sort. Donc, allez-y, il est sur Disney+. Donc, ah oui, c'est vrai qu'il vient d'arriver sur Disney+. Ouais, et Matrix est sur Amazon Prime. Donc, voilà les 3 films auxquels j'ai hésité. Et en vrai, j'ai un peu pensé pendant un moment à est-ce que je prenais un Spielberg, parce que quand même, je pensais aux Dents de la Mer, j'ai pensé à Jurassic Park, mais finalement, non. J'aurais bien aimé voir Jurassic Park en vrai. Tu l'as jamais vu ? J'ai jamais vu Jurassic Park. Et je vous l'ai dit un nombre de fois. Je fais des appels de phare, s'il vous plaît. Ouais, c'est vrai. Et tout le monde s'en fout pas. Donc c'est pas grave. J'ai failli, ça s'est pas joué à grand chose. Mais en fait, je voulais regarder le film du coup que j'ai choisi. Les Dents de la Mer et Jurassic Park avant l'épisode, j'ai regardé le film que j'ai choisi, j'ai dit bon allez c'est bon, ça sert à rien, c'est trop fort. Donc voilà, un film dont on n'a pas cité mais qui a aussi révolutionné le blockbuster. Je tiens quand même juste à préciser pour les films là, la durée des films, mais c'est que en vrai, mine de rien, on a tous des emplois du temps très chargés. Ah oui. Et vu que en vrai, monter et mixer les épisodes me prend énormément de temps, regarder des films m'en prend encore plus. Ta vie aussi à côté. Ouais, et du coup, c'est un peu chiant du coup de pas pouvoir vous donner libre choix à tous vos choix. Mais parce que c'est pas une volonté de ta part de pas voir des films longs, quoi. Quelque part, c'est bien aussi parce que ça nous oblige à écrémer et à restreindre les choix quand c'est difficile. Mais ce qui fait que, en dehors du fait que, à des moments, même des films d'1h40 sont longs à regarder, ça me prend énormément de temps et du coup, plus serait très compliqué. Donc je préférais quand même mettre le point pour que les gens comprennent pourquoi c'était si dur de trouver des films de moins de 2 heures pour vous tout au long de cette saison. Ah ouais, d'ailleurs, je crois que le film que j'ai choisi fait un petit peu plus de 2 heures. 2 heures et 1 minute, mince. La version que j'ai vue sur Universiné, il me semble qu'elle faisait genre 1h54. Ah ouais. Ouais, bon, peut-être que c'est générique en fonction de ce qui est laissé ou pas à la fin. Bon. Voilà. Louis, tu veux nous parler vite fait des films que t'as pas choisi ? Alors, parmi les films que j'ai pas choisis, j'avais pensé à Kingsman de Matthew Vaughn, qui pour le coup est un blockbuster, on reconnaît la patte du mec. Hein. Vraiment, dans sa façon de chorégraphier l'action et de mettre en scène vraiment ces scènes d'action, c'est complètement lui et tout. C'est un film que j'aime beaucoup, qui est très très fun à regarder. Mais en fait, j'avais oublié qu'il était un peu long. Il fait 2h15 et tout, je pensais qu'il était plus court, mais donc du coup je l'ai pas choisi. J'ai pensé à Last Action Hero de John McTiernan avec Arnold Schwarzenegger, qui est un blockbuster des années 80, mais qui est un petit peu méta sur justement les blockbusters et sur le système hollywoodien. Et du coup, ça aurait été peut-être pas très pertinent de te le montrer sans vraiment rentrer à fond dans les détails tout du blockbuster de l'époque et de la filmographie de Schwarzenegger, mais aussi de tout ce qui sortait à l'époque. Donc c'est un excellent film. Oui, et pour ceux qui s'en rappellent, on en parle dans l'épisode de Cinéphilie Suédette, un de nos premiers épisodes de la saison 1. C'est vrai. Et il me semble qu'il fait un peu plus de 2 heures aussi. J'ai pensé à un autre John McTiernan, un autre film avec Arnold Schwarzenegger, Predator. Ah ok, ouais. Predator, mais en fait, je sais pas pourquoi, j'ai du mal un peu à le considérer comme un blockbuster, plus dans sa forme que dans vraiment ce qu'il est, parce que c'est un blockbuster, hein, c'est un film qui a coûté assez cher, qui est très populaire, il y a une tête d'affiche, mais je sais pas, sur sa forme, pour moi c'est un film d'horreur en fait, plus... Ouais, je le vois comme ça aussi. Film, même un petit peu bas budget, j'ai l'impression parfois, mais en fait pas du tout quoi. Mais c'est un très très bon film, regardez-le. Un dommage, j'aurais pas l'origin story de Rengar. Ah, ça vient de là. Ouais. Okay. Comme Kha'Zix qui vient de Alien. Ah. C'est pour ça qu'il y a le passif Alien Predator. Ok, d'accord. J'ai pas pensé à Starship Troopers, enfin si, j'ai pas choisi plutôt Starship Troopers de Paul Verhoeven. Excellent blockbuster. Je ne l'ai pas choisi parce que peut-être que l'un de mes camarades a choisi un film qui contient soit les mêmes thèmes ou qui est du même réalisateur. Tu ne veux pas spoil. Je veux pas spoil. On peut dire qu'il y a un autre Verhoeven qui a été choisi, quoi. Peut-être que j'ai dit à Louis non, s'il te plaît. Je vais déjà en parler beaucoup. Mais c'est un super film anti-Amérique, anti-campagne militaire.
Et Verhoeven, il s'amuse, vraiment avec un blockbuster pareil, c'est trop cool. Et là, je viens de réfléchir à un film que j'ai pas pris. Le film Power Rangers de 2018-2017. Genre, il est trop cool en vrai. Ah ouais. Okay. Ouais. J'aurais pensé que ça aurait été une purge. Et en vrai, moi je l'ai trouvé vraiment très sympathique. Voilà. Il mérite pas le flop qui s'est pris en vrai. Et c'était un blockbuster très sympathique à voir. Ok. Donc voilà. Et j'ai choisi un film d'une franchise. Et on en parlera dans la deuxième partie. Dans une semaine. Ouais. Et toi, Pauline ? Ça va aller très vite. J'ai pas de film que j'ai pas choisi. Genre, comme on a dit un peu tout à l'heure, y avait un peu ce truc en mode je savais pas trop quoi prendre parce que j'avais du mal à. Bon, je n'ai pas vu plein de blockbusters comme je l'ai confessé tout à l'heure. Et du coup, j'avais du mal à trouver un film que j'avais envie de vendre pour cet épisode. Et quand j'ai trouvé, j'ai dit bah c'est ça. Et voilà, j'ai pas hésité. C'était ça. Bah, nickel. Bon, et bah voilà. Écoutez, je pense qu'on peut conclure cet épisode où on a parlé de plein de choses finalement. Ouais, c'est vrai. Et puis, écoutez, vous pouvez nous retrouver si vous aimez le podcast et vous avez aimé l'épisode sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Twitter à Studio7Pod et sur Letterboxd à Studio7. Mercredi, on va vous demander les films que vous aurez choisis à notre place, histoire de faire une bonne liste de blockbusters bien sympa pour l'été. Donc n'hésitez pas à proposer vos films, la liste sera disponible un peu plus tard. Sur Letterboxd, vous pouvez aussi retrouver les listes de tous les autres thèmes qu'on a déjà traités. Donc si vous cherchez une comédie, non, on n'a jamais fait comédie, une romance, si vous cherchez une comédie musicale, voilà, c'est là-dessus que je voulais aller. Si vous cherchez des films tirés d'histoires vraies ou encore des films de fantômes, de Noël, enfin bon, il y a de quoi faire. On a pas mal de listes qui sont faites avec votre aide et ça c'est super cool. Le podcast est affilié aussi à l'association Super Seven. On vous invite à aller sur le site super7.fr pour voir un petit peu tout ce que fait l'association. Il y a pas mal de choses. Et retrouver les réseaux aussi. Voilà, retrouver les réseaux, peut-être des ciné-clubs dans votre ville, plein de choses. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez des ciné-clubs, par contre, mine de rien. C'est pour ça qu'il faut aller sur les réseaux. Carrément. Et si vous voulez nous donner un petit coup de main, que ce soit à l'association ou au podcast, vous pouvez adhérer à l'association pour 10 €. Est-ce que quand on adhère, on peut mettre une petite note ? Genre un commentaire en mode oui, je crois. Voilà, et dites donnez bien cet argent à Studio 7 et pas à l'association. Voilà, n'hésitez pas. Et donc voilà, on va faire un petit tour pour donner les réseaux de tout le monde et puis après on vous dira la semaine prochaine pour les films qu'on a choisis. Si vous voulez, je commence pour une fois. Allez, vous pouvez me retrouver sur Instagram, non. Et vous pouvez me retrouver. Il l'a fait à chaque fois. Oui, mais vous pouvez me retrouver sur Twitter DK24_ et sur Letterboxd DK24. Moi, on peut me retrouver sur Twitter @frigobits avec un SBEATS. À Instagram @L_SIIM et sur Letterboxd @Frigo_. Voilà. Bien beau. Alors moi sur Twitter c'est polynôme-8, sur Instagram Pauline-8 Janon, J-A-2-N-O-N, et sur Letterboxd Melvin Udall comme le personnage de Jack Nicholson dans Pour le pire et pour le meilleur. Et il faut que je change mon pseudo Letterboxd, c'est beaucoup trop long à dire. Tu le dis de plus en plus vite, moi je trouve. Tu t'es habitué. Et moi c'est plus simple, Twitter, Instagram, Letterboxd à @loulou-8 McDuck. Ouais voilà, et puis on vous dit à la semaine prochaine pour les 3 films qu'on a choisis. Salut. Salut. Cut.